Merci d'être ici aujourd'hui pour ces ateliers GDEP. Ce sera notre 7e. Ces ateliers GDEP sont organisés par Réseau Environnement et le ROBVQ. Et donc, ce sera notre 7e atelier aujourd'hui, comme je disais, qui est permis grâce au soutien du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Je m'appelle Candice Ban, je suis coordonnatrice au secteur technique de l'eau et de la biodiversité chez Réseau Environnement. Je serai accompagnée aujourd'hui de Stéphanie Millot, qui est chargée de projet en aménagement du territoire chez le ROBVQ, et de Noémie Lampron, qui est coordonnatrice adjointe du secteur biodiversité chez Réseau Environnement. Ce 7e atelier d'aujourd'hui s'intitule « Supporter les porteurs de projets dans l'émergence et la mise à l'échelle des pratiques de gestion et d'intégration des eaux pluviales ». Il sera présenté par Pascale Rouillet, qui est urbaniste et présidente de l'entreprise Les Ateliers Hublot. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà assisté aux autres ateliers, mais on a essayé un autre petit système où ce sera plus interactif. On va vous demander un petit peu de participer. Cet atelier sera séparé en modules et à la fin de chaque module, nous aurons une période de questions. Vous pouvez soit les poser à l'oral en levant la main puis en débarrant votre micro parce que vous aurez droit à la parole, ou vous pouvez aussi taper vos questions dans l'onglet discussion et on pourra vous inviter à prendre la parole pendant la période de questions. Sur ce, j'aimerais inviter Pascale Rouillet à prendre la parole. Bonjour Pascale. Bonjour à tous, bonjour. On est très content d'être ici aujourd'hui avec vous pour parler de gestion durable des eaux pluviales. Donc, on a prévu une rencontre de 2 heures aujourd'hui. On va passer en revue la différentes stratégies pour vous accompagner dans la mise en place de vos projets de gestion durable des eaux pluviales. Donc, on remercie le ROBVQ, Réseau Environnement et les partenaires de nous convier à donner cette formation. Donc, je vais inviter Candice à diffuser le PowerPoint. Voilà. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, on va discuter, comme le disait Candice, des outils pour vous supporter les porteurs de projets dans l'émergence et la mise à l'échelle des pratiques de gestion durable des eaux pluviales dans vos projets. Alors, on va pouvoir tout de suite vous présenter l'ordre du jour. Alors, c'est ça. On a 2 heures ensemble. On va commencer par une petite période d'introduction, de présentation, où vous allez pouvoir aussi vous présenter et puis me présenter les enjeux qui vous amènent aujourd'hui à suivre cette formation. Par la suite, on va avoir un module théorique et une présentation des outils pour l'intégration de la gestion durable des eaux pluviales dans les projets. Une courte pause. Et suite à ça, on va passer en revue différents cas d'études, dont le marché public de Longueuil, le projet de la ville de Neuville et de Cap Santé, le projet des ruelles bleu-vert, le plan directeur de drainage de l'Université de Montréal et finalement un chapitre sur les coûts et estimations budgétaires des projets réalisés. On a indiqué à la fin une période de questions, mais comme le disait Candice, on va à la fin de chaque module prendre en considération vos questions, que ce soit dans le chat ou grâce aux mains levées. Donc, c'est sûr que moi, ça me fait plaisir que vous gardiez vos caméras allumées. Ça permet de garder la discussion et la rencontre dynamique. Donc, c'est ça, Candice a commencé à me présenter tout à l'heure. Moi, c'est Pascale Rouillet, je suis urbaniste, je suis présidente de l'entreprise des ateliers Hublot. Alors, ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années que j'œuvre sur des projets de gestion durable des eaux pluviales à travers le Québec. Et aussi, je vous dirais qu'on s'implique dans différents organismes, organisations tels Réseau Environnement pour faire évoluer les pratiques grâce à différents outils. Et aussi, on participe activement en termes de recherche et développement sur différents projets. La présentation que je vais vous faire aujourd'hui est vraiment axée sous le regard de disciplines d'aménagement du territoire. Donc, ce n'est pas une formation d'ingénieur ou d'ingénierie, c'est vraiment une formation sous le regard de l'urbaniste ou des disciplines de l'aménagement. Alors, c'est ça, ça peut changer un petit peu le focus. Donc, maintenant, j'aimerais bien vous entendre aussi à savoir donc, on va passer rapidement effectivement les objectifs de la rencontre et après ça, on va faire le tour de table. Donc, effectivement, aujourd'hui, on va parler de gestion durable des eaux pluviales. On va parler effectivement de comment vous, porteurs de projets, vous pouvez vous orienter davantage pour intégrer ces pratiques dans vos projets, comment on peut travailler grâce à des critères, des balises, bien les définir
en fonction des étapes des projets, que ce soit en amont, dès les étapes d'avant-projet, d'études de faisabilité, d'études d'opportunité, pour être capable de rencontrer vos objectifs et aussi de convaincre les décideurs d'aller de l'avant avec ces pratiques-là. Donc, on va, à travers les études de cas notamment, discuter de différents freins, différents leviers que nous-mêmes, on a pu rencontrer dans les cas d'études et puis discuter avec vous de comment on est parvenu à les contourner pour finalement réussir à mettre en place avec succès de la gestion durable des eaux pluviales dans nos projets. Donc, c'est grosso modo ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, petite activité brise-glace, j'aimerais ça qu'on procède à un tour de table. Alors, je vais peut-être passer à travers la liste des participants. Donc, on a, je vais passer par ordre alphabétique, Alain Saladius. Bonjour, bonjour Alain. Alors, je pense que les micros sont tous fermés. Candice, je ne sais pas si les personnes ont accès à la parole. Normalement, oui, c'est accessible en démarrant juste le micro. Alors Alain, peut-être juste nous dire qu'est-ce que ton nom, ton titre et qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à participer à la rencontre, peut-être les enjeux que tu rencontres pour intégrer ces pratiques dans les projets s'il y a lieu. Oui, bon, bonjour. Bonjour. Donc, je suis à la Fondation Rivière. Donc, on a fait beaucoup d'études dans les municipalités pour, entre autres, puis on constate que pour contrer les déversements d'eau usée qui sont très nombreux un peu partout, l'approche des infrastructures vertes est très peu utilisée, n'est pas subventionnée par le gouvernement, n'est pas reconnue en fait en termes de subventions. Donc, on veut faire des démarches pour favoriser cette approche qui est la meilleure, autant pour réduire les déversements d'eau usée que pour réduire les effluents d'eau pluviale non traités au cours d'eau. C'est une autre source de pollution importante. Donc, l'idée ici, ma participation, c'est pour aller chercher le maximum d'idées et d'exemples concrets de réalisation pour que ce soit mis en branle systématiquement à grandeur du Québec. Voilà. Merci Alain. Alim Yayou, Assouma. Désolée, peut-être que j'écorche le prénom. Alors pareil, si c'est possible de nous donner votre titre et puis vos fonctions et qu'est-ce qui vous amène à suivre la rencontre aujourd'hui. Ah. Bon, on peut passer à la personne suivante. Annie-Claude Richard. Bonjour Annie-Claude. Oui, bon matin, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui, ok, parfait. Il semble avoir des petits enjeux de micro. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je suis Annie-Claude, je suis étudiante à la maîtrise en sciences de la gestion à l'UQAM. Et dans le cadre de mon projet dirigé, j'ai effectué un stage au sein des ateliers Hublot, donc en collaboration avec le CIREG. Je suis ici évidemment pour apprendre, pour recueillir le plus d'informations possible sur la gestion des eaux pluviales. Puisque dans le fond, j'ai été amenée à produire une analyse de cycle de vie pour le projet des ruelles bleues vertes, donc évidemment en collaboration avec Hublot. Donc, on essaie l'idée un peu, c'est de voir, de comparer les systèmes de gestion des eaux plus conventionnels, donc la ruelle grise versus la ruelle bleu-verte, puis d'essayer de voir justement s'il y a une création de valeur possible avec de tels projets de ruelle bleu-verte, donc autant d'un point de vue social qu'environnemental ou même un point de vue des coûts. Donc, ça fait à peine un mois que j'ai commencé, alors je suis encore en train d'acquérir de l'information et des connaissances. Donc, je suis ici pour en apprendre davantage sur les différents projets aussi de tout le monde. Je pense que c'est important d'avoir une bonne vision un peu de ce qui se fait en ce moment au niveau de la gestion des eaux pluviales durables. Donc, voilà. Merci Annie-Claude. Chloé Lacasse. Oui, bonjour. Moi, je suis Chloé Lacasse, je suis chargée de projet au groupe BEC, qui est le groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour.
Donc, moi, je participe là, surtout pour apprendre. Nous, on veut participer avec les municipalités là, pour les accompagner dans la gestion durable des eaux pluviales. Donc, en fait, j'assiste à tous les webinaires possibles pour acquérir le plus d'informations pour mieux les utiliser dans cette situation-là. Merci beaucoup. Delphine Depierre? Oui, bonjour tout le monde. Donc, moi aussi, ça se ressemble un peu. Là. Je suis chargée de projet chez Cobali, le comité du bassin versant de la rivière du Lièvre. Puis, j'ai assisté à tous les ateliers GDEP là, que j'ai pu jusqu'à présent. Donc, c'est ça. On est beaucoup, nous, dans la sensibilisation. Pour l'instant, on a voulu faire un projet un petit peu plus sur le terrain avec les municipalités, mais on n'a pas eu le financement finalement. Mais c'est quand même encore dans nos projets. Donc, j'essaie d'avoir le plus d'informations possible pour qu'un jour, ça se réalise. Bon, enchantée. Édith Blanchet? Oui, bonjour. Moi, je travaille pour l'organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud. C'est un peu la même chose aussi. Je suis chargée de projet. Puis, on souhaite faire un projet sur une campagne de sensibilisation sur les eaux de ruissellement, les eaux pluvioles, le problème de surverse sur notre territoire. On a touché beaucoup. On a fait beaucoup de projets avec les agriculteurs. Puis, on voudrait faire un projet plus avec les résidents dans les périmètres urbains. Enchantée. Enchantée. Janie Lesoma? Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour. Donc, mon nom est Janie Lesoma, je travaille pour la ville de Magog. En fait, je suis conseillère en environnement. Donc, je suis ici pour en apprendre un petit peu plus, voir ce qui se fait ailleurs. C'est vraiment dans le cadre de la mise en œuvre, je dirais, de notre plan d'adaptation au changement climatique. Donc, pour les prochaines années, on aura probablement à intégrer les bonnes gestions des eaux là, pluviales. Donc, c'est l'objectif de ma participation. Merci. Merci. François Lajoie? Oui, bonjour. Moi, je suis directeur de l'organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud. Je travaille avec Edith et puis c'est pour en apprendre davantage là, pour déposer un projet là-dessus. Bienvenue. Jean-Luc Allard? Oui, bonjour. Je travaille pour SNC-Lavalin. Je ne suis pas du tout un spécialiste dans le domaine. J'ai plutôt des collègues qui le sont. Par contre, je m'intéressais au sujet, donc j'étais curieux de voir ce qui serait véhiculé comme connaissances et informations. Enchantée. Jonathan Croteau? Oui, moi, en fait, je suis chargé de projet en gestion durable des eaux pluviales à l'OEV-du-Chêne. Et je suis nouveau dans le projet. Puis justement, en fait, on essaie de faire de la sensibilisation auprès des citoyens sur des bonnes pratiques. Puis justement, j'ai communiqué avec les alliés Hublot pour la conférence qu'on va avoir en avant par rapport à ça. Et aussi, on va aussi vraiment plus être en appui aux municipalités qui veulent vraiment entamer des projets qui vont aussi dans ce sens-là. Enchantée. Marie-Ève Massy? Oui, bonjour. Moi, je travaille pour la ville de Lévis. J'ai un intérêt personnel à titre d'ingénieur junior sur la gestion des eaux pluviales. Je cherche à avoir en fait un peu de feedback de comment on fait pour mener à bien des projets dans ce sens-là. Donc, voilà. Enchantée. Jonathan Croteau? Est-ce que je suis là 2 fois? Ah, excusez-moi. Ah, et oui, Sophie Bérard, excusez-moi. Est-ce que vous m'entendez? Un petit peu. Oui, donc moi, j'ai travaillé comme ingénieur en génie conseil là, pendant 4 ans, notamment pour EXP puis WSP. Puis, je poussais vraiment pour faire des projets environnementaux, mais
on sent de la résistance à beaucoup de niveaux, en fait, autant au niveau des clients que des ingénieurs seniors qui ne connaissent pas nécessairement le sujet. Et ça les met un peu hors de leur zone de confort. Donc là, je fais une étude en environnement, justement pour pousser plus ce côté-là. J'ai mon projet justement avec la ville de Magog, donc on aura probablement l'occasion de se parler. Très bien. Et il nous reste Vanessa Charbonneau. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, alors oui, bonjour Vanessa, je suis chargée de projet et biologiste à l'organisme de bassin versant La Scabrique, donc l'OBV en fait qui est principalement dans le bassin versant de la rivière Châteauguay. Donc mes intérêts à participer là aujourd'hui, c'est un peu comme tout le monde le dit, c'est principalement pour acquérir des connaissances là, pour mieux conseiller les municipalités autant que les citoyens et être capable aussi d'intégrer un peu plus ces connaissances-là dans nos projets à nous, d'avoir une meilleure gestion là, finalement des eaux pluviales, à plutôt les intégrer davantage dans nos projets. Là. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. Bon, ben, très intéressant ce tour de table. Ça nous permet de voir les différents horizons autour de la table et ça va me permettre aussi d'adapter mes propos en fonction des participants. Merci à tous. Alors, on va enchaîner avec la présentation. Alors, premier module, le module théorique. Alors, on va rentrer davantage. Bon, on a 2 heures. Alors, on va survoler la théorie avant de rentrer dans les cas pratiques, pour vous aider à mieux assimiler ces cas pratiques par la suite et puis aussi essayer de mettre à niveau un peu les connaissances autour de la table. Donc, la gestion des eaux pluviales, pourquoi en fait on parle de plus en plus de gestion durable des eaux pluviales? D'ailleurs, vous voyez, il y a plusieurs ateliers qui se donnent, plusieurs formations un peu partout au Québec sur le sujet. C'est des enjeux sur différents projets, différents porteurs de projets ont à traiter de cette question-là. Mais pourquoi on parle de plus en plus de gestion durable des eaux pluviales? Grossièrement, en fait, on est face à de la densification et de l'étalement urbain de plus en plus. On imperméabilise nos sols, ce qui va promouvoir le ruissellement, ce qui va propulser le ruissellement sur nos territoires. Bien entendu, il faut distinguer la densification et l'étalement urbain, l'imperméabilisation des sols qui va intensifier nos problématiques de gestion des eaux pluviales et ce qui est la cause des changements climatiques. En fait, c'est deux causes qui vont augmenter les problématiques reliées à la gestion durable des eaux pluviales. Souvent, on pense que les problématiques reliées aux eaux pluviales sont reliées uniquement au changement climatique, mais c'est aussi la manière qu'on a de gérer nos territoires. On densifie nos territoires, on imperméabilise, ce qui fait qu'on se retrouve de plus en plus avec des eaux de ruissellement. Tout ceci vient, bien entendu, influencer nos réseaux municipaux. Alors, si on prend le cas de Montréal, on est avec un grand pourcentage de réseaux unitaires, donc c'est-à-dire que nos eaux usées et nos eaux pluviales se retrouvent dans des conduites similaires, dans des conduites uniques, et viennent se retrouver par gravité à la station d'épuration de Montréal. Donc, ces eaux-là, bien entendu, les réseaux se surchargent en fonction des pluies et puis on se retrouve avec des surverses et des déversements de plus en plus fréquents, de plus en plus nombreux. Ce n'est pas des événements isolés, hein, c'est bien des événements qui se retrouvent plusieurs fois par année sur notre territoire, ce qui vient entraîner des contaminations de nos cours d'eau, que ce soit quand on prend le cas de Montréal, la rivière des Prairies, le fleuve Saint-Laurent, mais ailleurs sur le territoire québécois, on se retrouve dans des situations similaires. Ici, je parle de réseaux combinés, des inconvénients qu'on retrouve sur les réseaux combinés avec l'augmentation des surverses, des débordements. Bien entendu, on a aussi des problématiques quand on est dans des réseaux séparatifs où on sépare les eaux usées des eaux pluviales, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des eaux pluviales qui ne sont pas traitées quand elles arrivent dans nos milieux récepteurs, dans nos milieux naturels. On se retrouve avec de l'eau chargée d'huile, d'hydrocarbures, de matières en suspension qui sont directement ramenées dans les lacs, les cours d'eau, etc. Donc, c'est 2 problématiques différentes, les réseaux combinés, les réseaux séparatifs. On va surtout aborder aujourd'hui des projets qui sont reliés à des réseaux combinés. On va aborder notamment un projet qui se retrouve dans un contexte de réseau séparatif, celui de la ville de Neuville. Mais vous allez voir, c'est quand même des problématiques similaires en termes de gestion à la source des eaux pluviales.
On a indiqué ici quelques chiffres quand même, je reviens sur la diapositive, c'est ça. On a indiqué quelques chiffres ici, donc au niveau des volumes quotidiens, donc quelques chiffres clés. Les volumes quotidiens d'eau traitée à Montréal passent de 2,5 millions de mètres cubes en temps sec à 7,6 en temps de pluie. Et puis, on a les ouvrages de surverse qui ont connu une augmentation de 26% de nombre de débordements entre 2013 et 2017. Donc, vous voyez, c'est vraiment conséquent. Puis ça, c'est dû, bien entendu, aux eaux de ruissellement et aux eaux qu'on rapporte dans nos cours d'eau, dans nos conduites, pardon. Donc, ce qui fait qu'on augmente nos débordements. Là, ça, c'est des données quand même assez récentes. 93 municipalités étaient responsables de 60 000 déversements répertoriés au Québec en 2019. Donc, vous allez voir là les conséquences de tout ça par la suite dans la présentation, mais aussi les mesures qu'on peut mettre en place très localement pour venir diminuer les impacts que vous pouvez voir à l'écran actuellement. Je vais passer à travers quelques instruments réglementaires. En fait, vous pouvez voir que, bien entendu, les différents paliers gouvernementaux mettent en place des mesures pour diminuer et contrer les effets que je mentionnais précédemment. Donc, au niveau fédéral, le ministère de l'Environnement et des Changements climatiques a mis en place une norme pan-canadienne sur les débordements des réseaux d'égouts municipaux. Cette norme pan-canadienne, bien sûr, au niveau provincial, va avoir des répercussions. C'est le ministère de l'Environnement, le MELCC, qui va, lui, à travers la loi sur la qualité de l'environnement, mettre en place différentes contraintes pour forcer les porteurs de projets à diminuer justement les impacts, que ce soit sur les réseaux municipaux, mais aussi la diminution des surverses et des débordements. Et ça se fait à travers les certificats d'autorisation, notamment les articles 22 et 32 de la loi sur la qualité de l'environnement. Mais bien entendu, depuis quelques mois maintenant, les projets peuvent passer aussi par le REA, le RAFI, le nouveau REA-FIE, qui permet d'aller aussi plus rapidement au niveau des certificats d'autorisation. Donc ça, si vous avez des questions, on pourra passer un peu plus de temps, si besoin est, sur les directives provinciales par rapport à la loi sur la qualité de l'environnement qui impacte vos projets. Puis, bien entendu, au niveau municipal, on se retrouve aussi avec des réglementations qui vont, elles aussi, permettre par effet domino de répondre aux différentes stratégies provinciales et fédérales. Donc, à Montréal, on a le règlement 20.030 qui est l'ancien C-1.1, mais dans d'autres municipalités, c'est soit les municipalités ou les MRC qui vont régir par leur réglementation les volumes, les débits qui sont admissibles à la sortie des projets. Donc, c'est vraiment ce qui est important de comprendre, cet enchâssement de réglementation qui va permettre de mettre en place des mesures justement pour contrer les effets qu'on mentionnait en début de présentation. Donc, on parlait des différents types de réseaux municipaux. Je vais aller assez vite sur cette diapositive, mais on parlait des différents types de réseaux. C'est ça, on peut se retrouver soit dans des réseaux unitaires qui vont réunir dans une seule conduite à la fois les eaux sanitaires et les eaux de pluie, ou dans des projets qui sont reliés à des réseaux séparatifs, où là, on se retrouve avec des conduites qui vont gérer les eaux pluviales et des conduites qui vont gérer les eaux sanitaires. Donc, vous allez voir, ça impacte la manière aussi de gérer vos projets, mais aussi la manière de gérer les eaux de pluie à l'échelle du territoire quand on parle d'une planification à l'échelle territoriale plus grande, que ce soit sur des plans stratégiques reliés au débordement, que ce soit sur des plans directeurs d'aménagement, etc. Donc, sur le côté droit de la diapositive, on expose ici quelques points intéressants de différenciation entre les infrastructures grises et les infrastructures vertes. Donc, de manière très généraliste, en fait, les impacts sur le site des infrastructures grises, donc c'est souvent des infrastructures souterraines, massives, c'est souvent des pratiques qui n'entraînent peu ou pas de traitement sur les eaux pluviales, qui sont souvent reliées à des gros ouvrages reliés au débordement, aux surcharges en eau, qui contribuent à l'imperméabilisation des sols aussi. On parle souvent de méthodes qui vont être invisibles et qui vont apporter peu de bénéfices écosystémiques. Donc, c'est souvent des infrastructures aussi qui vont nécessiter un certain type d'entretien, qui ont une durée de vie limitée et qui ont des entretiens qui représentent des entretiens assez coûteux, d'assez grande envergure. Donc, avec aussi un déploiement assez important au niveau de la construction sur les sites. Les infrastructures vertes, en comparaison, qui sont souvent
en fait, aujourd'hui, l'objectif, ce n'est pas de débattre infrastructure verte versus infrastructure grise. Nous, on pense vraiment que c'est une juste combinaison des deux qui va nous permettre de répondre à nos objectifs. Donc, les infrastructures vertes sur les sites, c'est souvent des infrastructures, vous allez le voir dans les exemples par la suite, qui sont de taille plus réduite, qui sont très localisées, qui vont permettre de retenir les eaux de pluie en amont, diminuer les volumes et les débits, qui vont nous permettre aussi de traiter différents volumes par l'infiltration, par la recharge de la nappe phréatique, par l'évapotranspiration. Et puis, on va pouvoir aussi parler d'entretien et de pérennité de ces infrastructures. C'est sûr qu'il y a un facteur humain et citoyen, on en parlera dans les cas d'études aussi, mais il y a un facteur humain par rapport à l'entretien de ces ouvrages-là qui sont très visibles, donc qui font partie de la vie quotidienne des usagers, donc qui nécessitent une certaine expertise aussi pour l'entretien et le maintien. Donc, c'est à peu près ça la différenciation entre ces différentes pratiques. Donc, sur cette diapositive, vous allez voir que la gestion et l'intégration des eaux pluviales, comment on peut intégrer ça par différents volets, que ce soit le volet social, environnemental ou économique. Donc, effectivement, la gestion durable des eaux pluviales par rapport aux infrastructures grises va nous permettre d'aborder ces différents sujets sociaux, environnementaux et économiques et de présenter différents avantages sur ces différents points de vue. Bien entendu, ces ouvrages-là vont nous permettre de parler d'amélioration de la qualité de vie, amélioration du cadre de vie. On va traiter aussi d'acceptabilité sociale, de sensibilisation et de pédagogie. Donc, c'est-à-dire que dans la mise en œuvre de vos projets aussi, vous allez devoir traiter de ces aspects-là pour soit convaincre les porteurs de projets d'aller de l'avant avec ces pratiques, mais aussi pour être en mesure de mettre en œuvre des projets qui vont garantir un certain succès. Au niveau environnemental, ces projets de gestion durable des eaux pluviales vont nous permettre de traiter tout un tas de bénéfices écosystémiques. Donc, que ce soit la lutte aux îlots de chaleur, la diminution des surverses et des débordements, l'augmentation de la biodiversité, la diminution de la consommation d'eau potable. Donc, en partant de la gestion durable des eaux pluviales, on va aborder cet large éventail de bénéfices environnementaux, mais aussi de bénéfices économiques, donc augmentation de l'attractivité, amélioration de la santé publique, mise à profit des biens et services écosystémiques, etc., plus-value foncière, immobilière, donc plusieurs arguments économiques en arrière de ces pratiques. Donc, on va passer en revue quelques méthodes, quelques pratiques de gestion. Il y a Janie qui nous dit « la diapo ne change pas ». Alors, je ne sais pas, actuellement, on est arrivé à la voirie végétalisée. J'espère que vous voyez tous cette diapositive. Peut-être nous écrire de mon côté, tout est beau. Donc, ça a l'air on la voit. D'accord, très bien. Donc, on est arrivé à c'est ça, je vais détailler différentes pratiques de gestion durable des eaux pluviales pour vous permettre de comprendre après, dans les cas pratiques, de quoi on parle. Donc, on va passer 5 à 6 pratiques différentes et leur typologie d'agencement, que ce soit dans les espaces publics, au bord de la voirie, etc. Donc, ici, on va parler de biorétention et de voirie végétalisée. Donc, on vous a mis différents exemples de mise en œuvre de ces ouvrages de biorétention. En bas de la diapositive, vous allez voir une coupe, en fait, une coupe schématique qui présente à quoi ça ressemble la biorétention. La biorétention, vous allez voir, c'est comme notre ouvrage favori à positionner sur les projets, puisque ça va nous permettre de traiter à la fois la rétention des eaux de pluie, mais aussi le traitement qualitatif des eaux pluviales. Donc, on va être à la fois sur un traitement quantitatif et qualitatif, mais aussi apporter tout un tas de bénéfices écosystémiques grâce à ces ouvrages-là. Donc, la biorétention, ce que c'est vraiment un abaissement. Quand on regarde la coupe, c'est vraiment une sorte de fossé qui est comblé d'un terreau. Dans ce terreau, on retrouve la plupart du temps un drain, ce drain perforé, entouré de sable qui va nous permettre d'évacuer le trop-plein si besoin est. Par-dessus ce terreau, on va retrouver un paillis et parmi le paillis, différents types de végétaux, arbres, arbustes, vivaces. Et c'est vraiment la globalité de cette composition de la biorétention qui va nous permettre de traiter à la fois la qualité des eaux de pluie, mais aussi la quantité des eaux pluviales. Ça va nous permettre aussi bien, si le sol en dessous le permet, d'infiltrer les eaux de pluie dans le sol, vers la nappe phréatique, entre autres, mais aussi d'évapotranspirer les eaux pluviales
en fonction du type de végétaux qu'on va pouvoir mettre en place. Donc, c'est vraiment toute cette composante qu'on appelle la biorétention. Les profondeurs vont varier, les profondeurs des ouvrages, les largeurs d'ouvrages peuvent varier en fonction des besoins en termes de rétention des eaux de pluie. Donc, vous pouvez voir en haut de l'écran un exemple justement sur une artère de grande envergure sur l'avenue Papineau, où on retrouve une biorétention de plusieurs mètres de long. C'est un des plus grands ouvrages là qu'on peut retrouver sur rue. Donc, cette biorétention va permettre de gérer les eaux à la fois de la rue, à la fois des trottoirs, et va être, comme vous le voyez sur l'écran, la végétaliser avec différents types de vivaces, etc. Donc, ce projet-là fait l'objet justement de suivis expérimentaux, notamment avec Polytechnique, mais aussi avec le service des transports de la ville de Montréal. Donc, ça nous permet de faire différents retours sur expérience. Donc là, vous voyez une intégration quand même sur une avenue. Un autre projet en bas à gauche, le numéro 2, arrondissement du Sud-Ouest à Montréal, où là, c'est de la biorétention qui est intégrée sous forme de saillie végétalisée drainante. Donc, c'est vraiment un élargissement du trottoir au moment des intersections, donc au moment des passages pour les piétons. Le trottoir est élargi. Ça permet de ralentir la circulation, ça permet aussi de gérer les eaux de pluie de l'intersection au complet. Donc, l'eau est ramenée dans l'excroissance ici du trottoir et puis vient être récupérée dans la biorétention ici à travers les végétaux. Donc, vous voyez le puisard au centre de l'ouvrage. En bas à droite, la numéro 3, là, c'est vraiment un exemple dans l'arrondissement Annecy-Cartierville. Donc là, on est plus sur une rue de plus petit gabarit avec un ouvrage quand même assez conséquent. Donc là, vous voyez une autre typologie de biorétention. C'est marqué ici « nous végétaliser », mais c'est une autre typologie de biorétention ici. Donc, ça vous permet de voir différentes intégrations là-dedans, différentes typologies de rues. Notre type de pratique de gestion durable des eaux pluviales, ce sont les noues. Les noues, alors tout à l'heure, on parlait de la biorétention qui permet à la fois de stocker les volumes, de retenir, d'infiltrer, d'évapotranspirer. Ici, les noues, c'est davantage des ouvrages de transport. On va se servir des noues pour transporter les eaux de pluie, les permettre souvent d'aller d'un point A à un point B. Donc là, vous voyez l'exemple du marché public de Longueuil, où on voit l'eau, là c'est après une pluie, l'eau qui va circuler dans la noue. Donc c'est souvent des ouvrages très simples, une sorte de fossé engazonné, ou bien on va voir plus sur la photo du stationnement du Sportium dans l'arrondissement Ville-Marie à droite, des ouvrages qui sont très simplifiés avec de l'enrochement, un peu de végétaux, un peu de paillis, mais c'est vraiment, ça sert à faire transporter l'eau davantage. Donc vous voyez sur les coupes à gauche de l'écran à quoi ça ressemble, mais c'est très simple, c'est davantage comme un fossé engazonné ou végétalisé. Donc ici, on est moins dans la rétention, dans un terreau, comme sur les biorétentions. Autre type d'ouvrage, autre type de pratique de gestion durable des eaux pluviales, les bassins de rétention. Donc, c'est soit des bassins secs, comme vous voyez en haut de l'écran, bassins secs avec infiltration, comme l'illustration pour Candiac, ou bien un bassin avec retenue permanente. Donc, ces deux ouvrages-là vont vraiment nous permettre de retenir des grands volumes d'eau pluviale. Donc, le premier bassin sec, lui, bon, quand il ne pleut pas, le bassin est sec, et puis quand il pleut, le bassin va se remplir, et puis là, on a un système d'entrée d'eau dans le bassin et puis d'évacuation par un trop-plein. Donc, le bassin peut servir à d'autres utilisations aussi, quand il ne pleut pas, alors que le bassin à retenue permanente, comme l'exemple du marché public à Longueuil, on va avoir constamment un niveau d'eau permanent et puis une zone qu'on appelle de marnage qui va permettre de jouer avec les niveaux d'eau de pluie. Donc, en fonction des eaux de pluie, en fonction des pluies, pardon, le niveau au-dessus du bassin va augmenter et puis le bassin va se remplir. Donc, c'est sûr que pour un bassin sec, on va davantage parler d'engazonnement ou bien d'ensemencement du bassin. Donc, la végétation est assez simple. Pour un bassin à niveau d'eau permanent, on va traiter avec différents types de végétaux, des végétaux qui tolèrent les différences de niveau d'eau et qui vont nous permettre aussi d'arriver avec
la reconstitution de milieux qui vont accueillir la faune et la flore aussi, donc propices aux habitats fauniques et floristiques de manière assez intéressante. Donc, on vous présente une coupe en bas de l'écran aussi qui vous montre la forme grossièrement d'un bassin avec l'implantation des différentes typologies de végétaux. C'est sûr que les bassins à niveau d'eau permanent sont assez particuliers à installer puisque au niveau de la sécurité, on va parler de la mise en place de différents paliers au niveau de la topographie du bassin pour éviter les chutes et les noyades si on veut ne pas mettre de clôture. On va aussi travailler sur les végétaux, mais aussi sur la qualité de l'eau. Donc, ça peut prendre un certain temps avant d'arriver à une bonne qualité d'eau, que le bassin arrive à maturité, on pourrait dire. Puis, ça va prendre aussi toute une sensibilisation, une pédagogie auprès des utilisateurs du stationnement et aussi du personnel d'entretien pour éviter, par exemple, la mise en place d'engrais, etc., qui pourraient favoriser la prolifération d'algues dans ce type de bassin. On peut parler aussi de plus en plus dans les pratiques qui sont mises en place d'espaces publics inondables multifonctionnels, les fameux water squares. Donc ici, on a présenté différents exemples, dont des exemples aux Pays-Bas, à Rotterdam, de water squares qui sont à l'origine des inspirations de ce qu'on peut retrouver de plus en plus sur notre territoire. Donc c'est vraiment des espaces plus minéralisés qui ressemblent à des places publiques. C'est des sortes de places publiques inondables, résilientes, qui, par temps sec, vont, comme les bassins secs, permettre différentes utilisations sportives, récréatives, de places publiques et qui, par temps de pluie, vont permettre de recevoir de grands volumes d'eau. Donc, on vous a mis ici un exemple à Montréal, du plateau Mont-Royal, de la place Fleur de Macadam, qui est l'exemple d'un water square, d'une place publique inondable résiliente. Donc, de plus en plus, on voit ces ouvrages apparaître. Peut-être avant de passer sur l'évolution des pratiques, on pourrait prendre quelques questions s'il y en a déjà sur les différentes pratiques que je viens de présenter. Si tout est beau, je peux continuer avec la ligne du temps. Alors, Delphine, une des participantes, elle a levé la main. Oui, j'ai juste une petite question parce que c'est ça, je travaille sur un guide de gestion durable des eaux pluviales où on présente des ouvrages comme ça. Puis, j'ai de la difficulté à faire la différence entre nous et biorétention parce qu'il y a des nous avec biorétention, des nous avec retenue permanente. Je ne sais pas, peut-être qu'il n'y a pas de solution à ça, mais c'est comme si la nomenclature varie un petit peu dépendamment de qui en parle, puis c'est ça. Il y avait comme une interprétation à faire là-dedans, mais... Effectivement, c'est un défi. Il n'y a pas de nomenclature figée, fixée. Différents outils nous aident quand même à distinguer les ouvrages. La pratique de plus en plus sur le terrain permet de distinguer les infrastructures de la manière un peu dont je vous les ai nommées. Le guide du ministère de l'Environnement aussi. Oui, mais c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Oui, effectivement, le guide du ministère commence à dater un petit peu aussi. Okay. Et puis, on a la norme canadienne aussi, CSA, qui peut vous aider aussi à distinguer les différents ouvrages. Maintenant, c'est sûr qu'à force de pratique sur le terrain, la manière dont je vous les ai présentés, c'est la manière un peu classique de distinguer les infrastructures. Maintenant, ça varie toujours un petit peu, mais il faut savoir juste que c'est les caractéristiques qui sont importantes plutôt que la nomenclature. Oui, non, c'est ça. Vous avez dit la norme canadienne CS1? CSA. OK, parfait. Merci. On pourra la mettre par la suite, soit dans le chat ou bien quand on donnera la présentation à Réseau Environnement. Comme ça, vous la retrouverez facilement. Merci. Alors, si pas d'autres questions pour le moment, on peut continuer avec la présentation.
C'est sûr que pour vous aider à convaincre les porteurs de projets à aller de l'avant avec ces pratiques de gestion durable des eaux pluviales, c'est important de voir que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on parle de gestion durable des eaux pluviales dans les projets, qu'il y a tout un historique à travers le Québec d'émergence de ces pratiques depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Donc, vous campez sur sur une connaissance qui est déjà bien établie sur la globalité du territoire. Donc là, je vous retrace un petit historique justement des 10 ou 12 dernières années et de l'émergence des projets, puis aussi des connaissances qui ont été acquises et des questions auxquelles il y a déjà eu des réponses d'apporter, que ce soit de manière scientifique ou empirique sur le territoire. Donc, je dirais que les projets de gestion durable des eaux pluviales ont commencé à émerger sur le territoire dès les années 2008, avec des projets notamment sur des stationnements privés, comme les projets du Mountain Co-op à Longueuil, qui sont des projets qui ont permis d'abord de traiter des questions qualitatives et quantitatives. Donc, vraiment sur des projets de stationnement avec ce qu'on a présenté comme tout à l'heure étant de la biorétention. Donc, c'est vraiment ça qui a été testé. Puis le projet, par exemple, du Mountain Co-op à Longueuil a permis de regarder, avec l'aide de l'université, avec l'aide de Polytechnique, pardon, les questions de traitement qualitatif et quantitatif des eaux de pluie via la biorétention. Donc ça, c'est les questions qui ont été répondues. Donc souvent, maintenant, c'est une marche qui a été franchie et ces questions-là vont de soi quand on implante des projets. De plus en plus, entre 2008, je vous dirais, et 2013, il y a beaucoup de projets de stationnement qui ont été réalisés et qui ont permis de répondre à différentes questions qui freinaient l'arrivée des projets sur le terrain. Donc, je vais parler par la suite du projet de la MRC Bromissisquoi, qui est aussi un projet de stationnement privé qui a permis, dès les années 2010, de regarder le fonctionnement 4 saisons d'un projet comme cela. Donc, comment ça fonctionne la biorétention en hiver, comment ça fonctionne un stationnement qui intègre de la gestion durable des eaux pluviales sur les 4 saisons, etc. Donc, encore là, ce projet a été observé par différentes universités, dont l'Institut de recherche en développement agronomique du Québec, qui a permis de regarder le projet, et aussi la MRC Bromissisquoi. Encore un projet de stationnement, celui du marché public qu'on détaillera par la suite, qui lui, en 2013, a permis d'observer le traitement en chaîne de différentes pratiques de gestion durable des eaux pluviales, donc c'est-à-dire comment, en enchaînant différentes pratiques, la biorétention, les noues, les bassins niveau d'eau permanents et d'autres pratiques aussi, on peut atteindre de meilleurs résultats, que ce soit en termes de traitement de la quantité d'eau ou en termes de traitement de la qualité des eaux pluviales. Donc, ça, c'est assez intéressant aussi comme sujet, comment enchaîner les différentes pratiques entre elles pour obtenir de meilleurs résultats. Ça, jusqu'à 2013, donc comme vous le voyez, beaucoup de projets sur des stationnements et notamment des stationnements privés. Par la suite, dès 2017, là, on commence à parler d'intégration à l'échelle du quartier, à l'échelle de réseau au complet. Donc là, on peut parler par exemple du projet du Technopole Angus qui va travailler sur l'intégration en fonction des typologies de rues, de différentes typologies de pratiques de gestion durable des eaux pluviales. Donc, on va sélectionner les pratiques en fonction des besoins des usagers, en fonction des besoins pour les typologies de rues, que ce soit en termes de relier les ouvrages de gestion de l'eau à la végétalisation souhaitée, la gestion de l'eau en fonction de, par exemple, jouer sur la vitesse de circulation, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment ce travail à l'échelle d'un quartier au complet. Encore là, on est davantage dans le cœur d'un quartier. Je vous dirais que c'est important de regarder d'observer que c'est un quartier qui est refait à neuf au complet. On n'est pas dans le travail sur l'existant, arrivé en 2017. De plus en plus, par la suite, à partir de 2017, on va voir des projets arriver dans le domaine public. Donc là, les municipalités vont elles-mêmes porter des projets. Là, on va nommer le projet qu'on présentait tout à l'heure du boulevard Papineau. On va arriver à des projets aussi d'échelle plus macro, donc des projets qui vont aussi viser la réplicabilité, donc l'accélération de la réplicabilité de ces démarches-là. Et puis aussi, on va commencer à parler de standardisation. En fait, les municipalités se disent que pour atteindre des résultats probants, donc par rapport à ce dont on discutait tout à l'heure de diminution des surverses, des débordements, etc. Donc, pour atteindre des résultats intéressants, les municipalités se rendent compte qu'il va falloir multiplier les ouvrages, les répliquer, les mettre à l'échelle. Et pour ça, les municipalités vont commencer à parler de standardisation.
En parallèle de ces démarches-là, il va y avoir des projets vraiment aussi plus raffinés dans le détail d'aménagement, où on va commencer à faire participer les citoyens aussi à l'intégration de la gestion des eaux de pluie dans leur milieu de vie. Et on va parler aussi de l'importance de la visibilité de l'eau en milieu urbain dans les aménagements. Et puis là, on va parler du projet notamment des ruelles bleu-vert qui intervient surtout dans le cadre bâti existant. Donc là, c'est important de voir comment on intervient sur ces projets de réhabilitation, de réfection du cadre bâti existant, puisque c'est souvent sur ce cadre bâti existant qu'on va avoir le plus d'impact sur le délestage de nos réseaux d'égouts municipaux. Par la suite, 2018-2019, on va parler davantage d'espaces publics, de places publiques multifonctionnelles, mais aussi on va aborder la mutualisation des infrastructures, donc c'est-à-dire comment on peut partager entre les espaces publics et les espaces privés, entre plusieurs propriétaires, une même infrastructure de gestion de l'eau, d'une pour faire des économies sur la construction de ces ouvrages, mais aussi pour avoir un gain de place pour d'autres usages. Et puis, 2019-2020, on va commencer à intervenir à des échelles plus micro, comme les saillies végétalisées dont je vous parlais tout à l'heure, et puis des espaces publics comme l'espace public à Neuville, dont on détaillera plus tard dans les cas d'études. Et puis, oui, en 2018, on parlait de standardisation, mais à partir des années 2020, on va aussi assimiler le fait que oui, on peut standardiser certaines pratiques pour plus rapidement les mettre à l'échelle et les répéter sur le territoire, mais que ça reste des pratiques qui sont visibles en surface, qui sont visibles dans nos milieux de vie. Donc, on se doit de les faire aussi sur mesure et adapter à chaque besoin en fonction des caractéristiques des milieux dans lesquels s'intègrent ces pratiques-là. Donc, cette ligne du temps, elle est importante puisque vous voyez grâce à ça que vous ne partez pas de zéro pour intégrer la gestion durable des eaux pluviales dans vos projets, mais qu'il y a tout un terreau de connaissances et d'expériences déjà en arrière de vous et aussi de recherche et développement qui ont permis de faire avancer la pratique. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. Voilà, les outils pour l'intégration de la gestion des eaux pluviales dans les projets. Donc, ça, c'est notre deuxième module. Donc, maintenant qu'on a regardé grossièrement les différentes pratiques et leurs modalités, on va pouvoir voir maintenant comment vous aider à les intégrer dans vos projets. Donc, comment on parvient à intégrer les pratiques que je vous ai présentées dans un projet? La diapositive ici vous présente 5 à 6 étapes à travers lesquelles on trouve que c'est important de parler de gestion durable des eaux pluviales. Donc, ce n'est pas uniquement arriver au plan et devis ou arriver à la phase de construction qu'on va commencer à parler de gestion durable des eaux pluviales, mais bien dès les études d'opportunité, dès les études d'avant-projet. Donc, vous allez voir que c'est un sujet qu'on souhaite aborder le plus tôt possible pour l'intégrer efficacement dans vos démarches, dans vos projets. Alors, on recommande d'aborder la question de la gestion des eaux pluviales dès l'étude d'opportunité et ça va permettre de supporter le porteur de projet à la prise de décision. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on va favoriser les infrastructures de gestion durable des eaux pluviales, oui ou non? Si oui, à quels endroits? Comment on va aussi dédier des budgets pour intégrer ces pratiques-là dans les projets, etc. Le fait d'aborder la gestion durable des eaux pluviales à ce moment-là aussi va nous permettre de maximiser ce qu'on a appelé ici la transversalité des enjeux. La gestion durable des eaux pluviales va permettre d'aborder des sujets de biodiversité, de transport, de mobilité, etc., de patrimoine. Et la gestion durable des eaux pluviales va être un beau point de départ pour aborder toute une panoplie de thématiques par la suite. Donc, plus tôt on l'aborde, plus ça peut être intéressant pour cette transversalité, justement. Aussi, pendant l'étude d'opportunité, d'intégrer cette thématique va nous permettre, comme je le disais, de considérer l'emplacement des infrastructures vertes en fonction de la topographie. Ça, c'est important, on le dit à chaque fois, mais favoriser les points bas pour intégrer les pratiques, c'est important. Donc, on va travailler avec l'arpenteur, les architectes paysagistes à ce moment-là. Puis, c'est aussi à ce moment-là qu'on va aussi parler du phasage. Donc, aussi bien phaser oui, les projets, quand on est sur un développement au complet, mais aussi phaser l'implantation des infrastructures, leurs coûts, et tout ça dans le but de les voir arriver fonctionnels et à maturité au bon moment en fonction de l'ouverture des phases, par exemple, d'un projet.
Par la suite, c'est sûr qu'une fois l'étude d'opportunité passée, on souhaite aussi continuer à aborder le projet en avant-projet ou en étude de faisabilité. Et c'est là que vous allez souhaiter créer vos équipes multidisciplinaires. Pour parler de gestion durable des eaux pluviales, oui, ça va nous prendre des ingénieurs civils, mais ça va nous prendre aussi différentes disciplines, architectes paysagistes, urbanistes, et de plus en plus, on ramène autour de la table des biologistes et bien d'autres disciplines, puisque ce sont des infrastructures qui sont visibles, qui vont impacter notre milieu de vie, et dans laquelle aussi l'eau va être visible. Donc, c'est tout un changement de paradigme pour plusieurs usagers. Donc, l'équipe multidisciplinaire qui va avoir conscience et être conscientisée sur ces enjeux de gestion de l'eau va être importante à constituer dès ces étapes d'avant-projet. Aller chercher aussi différents partenaires à ce moment-là qui vont nous aider plus tard, une fois que le projet va être construit, à pérenniser le projet, à pérenniser aussi la communication, la pédagogie, la sensibilisation autour de ces projets-là. Ça va être important en amont. Donc, c'est pour ça qu'on parle ici sur la diapositive de contacter aussi ou de travailler avec différents organismes locaux. Si ce n'est pas les organismes de bassin versant, ça peut être aussi d'autres organisations qui ont à cœur ces enjeux de gestion de l'eau. Au moment de l'étude de faisabilité ou d'avant-projet, on va aussi déterminer les différents intrants qui vont être nécessaires pour intégrer la gestion des eaux de pluie. Donc, les études de sol, de perméabilité, d'infiltration, travailler avec les biologistes, l'arpenteur à ce moment-là. Puis, on va, dès cette phase aussi, amorcer la réflexion sur les notions d'entretien, de formation, de maintien des actifs, etc. pour éviter d'arriver trop tard dans la conception des projets à réfléchir à ces enjeux. Bien entendu, plus tard, pendant les plans et devis, on va vraiment travailler fortement sur cette question de gestion durable des eaux pluviales. On va concevoir les ouvrages, on va finir de les positionner. Et là, c'est vraiment un travail main dans la main, souvent entre les ingénieurs civils et les architectes paysagistes, mais aussi de plus en plus les urbanistes au niveau des demandes d'autorisation et de permis, au niveau de la mobilisation des parties prenantes et notamment des citoyens pour les inclure dans cette conception. Et puis, bon, là, on a mis quelques petits points. Ça peut être l'occasion aussi, les plans et devis, de travailler sur des travaux transitoires, travailler sur la pédagogie, mettre en place, par exemple, du mobilier ou de l'affichage pour sensibiliser les futurs usagers à ce qui s'en vient par la suite au moment des travaux. Bien entendu, la construction, en phase 4, on va vraiment porter attention au chantier, à la mise en place des infrastructures de gestion de l'eau, à la mise en place du terreau, à la mise en place des végétaux, etc. Donc, c'est un moment assez critique à cet endroit-là. Et par la suite, on va parler de l'entretien, du maintien des actifs, même si pendant la conception, on va souvent travailler le plus possible à minimiser l'entretien. C'est sûr que ces infrastructures nécessitent tout de même un certain type d'entretien qui s'apparente beaucoup à des aménagements paysagers conventionnels, mais quand même, on va veiller à ça, au maintien des actifs. Et si le projet souhaite en parler, on va travailler sur le suivi des infrastructures, le suivi des indicateurs et pourquoi pas différents suivis expérimentaux aussi. Donc, dans le but de viser la réplicabilité de la démarche. Donc, c'est sûr qu'en élément continu, comme vous pouvez le voir en bas de l'écran, on va, comme je le disais, travailler sur les questions d'entretien, de formation, de pédagogie, mais aussi sur différents incitatifs ou montages financiers si le projet est admissible à ce type de demande de subvention, par exemple. Donc, en conclusion, sur cette diapositive, vous voyez qu'on traite de la gestion des eaux pluviales de A à Z sur un projet et même une fois que le projet est construit. Donc ici, on va parler de différents indicateurs pour mettre en place la gestion durable des eaux pluviales. En fait, nous, on recommande que ces indicateurs soient traités en fonction des différentes phases que je viens de vous présenter à l'instant. Donc, depuis l'avant-projet jusqu'au suivi post-construction, on va se doter d'indicateurs, on va se doter de balises qui vont nous permettre de garantir le succès
ou en tout cas valider s'il y a un succès avec ces infrastructures-là et par la suite d'être en mesure de répéter sur le territoire ces projets. Donc ici, on vous met différentes catégories de balises. C'est des exemples. En fait, on a bâti au fil des projets des balises qui sont dédiées à la fois aux concepteurs, mais aussi aux décideurs. Donc ici, vous allez voir différentes balises dédiées davantage aux preneurs de décision. On vous a mis quelques catégories, notamment se relier à l'aménagement durable, à la mobilité et à la gestion durable. Donc, ces différentes catégories vont avoir, vous allez voir, c'est hiérarchisé, des sous-catégories pour les espaces verts. Par exemple, pour l'aménagement durable, on a la sous-catégorie espace vert avec des critères qui en découlent. Et puis, on a la sous-catégorie intégration d'infrastructures vertes et gestion de l'eau avec aussi des critères qui en découlent. Donc, à chaque fois, en début de projet, on va être en mesure de détailler ces catégories, ces critères, de se mettre d'accord avec le porteur de projet et par la suite de suivre ces critères-là tout au long de la conception et du suivi. Donc là, je peux en nommer quelques-uns, notamment sur l'intégration des infrastructures vertes et la gestion de l'eau dans l'aménagement. Donc, on va vérifier, par exemple, si le projet répond bien, si l'aménagement des infrastructures vertes répond bien aux besoins du projet, si les aménagements permettent de réduire la quantité de rejet d'eau, le débit, la charge polluante, la réutilisation des eaux de pluie, etc. Donc, on va prendre en considération tous ces items-là. Puis là, soit on se dote d'indicateurs chiffrés, là, ça va dépendre de l'avancement aussi des porteurs de projet, ou bien on fait juste les prendre en considération dans l'aménagement. On va traiter de la même chose pour la mobilité, par exemple la question des piétons, des cyclistes, des cases préférentielles, de la sécurité. Vous allez me dire, ça paraît éloigné de la gestion des eaux de pluie, mais dans la conception d'un projet qui intègre la gestion durable des eaux pluviales, la gestion de l'eau va être un bon facteur pour parler de l'intégration des piétons, des cyclistes ou de la sécurité, par exemple sur un stationnement ou sur une chaussée. Donc, on peut parler aussi de tarification, d'optimisation, etc., etc. Donc, en somme, il est important, dès le début du projet et à travers toutes les étapes, de passer à travers ces catégories et ces critères et indicateurs, qu'ils soient chiffrés ou non. Puis là, vous avez bien vu, il y a des critères qui sont soit quantifiables, d'ailleurs, ou non aussi. Donc, c'est ça. C'est vraiment, je dirais, des outils qui sont faits soit sur mesure, mais qui peuvent aussi se baser sur des outils déjà existants, comme le programme d'excellence en gestion durable des eaux pluviales, ou bien des attestations comme l'attestation de stationnement éco-responsable des conseils régionaux de l'environnement. Donc, s'il y a quelques questions, on peut prendre déjà quelques questions maintenant et puis passer à une courte pause par la suite. Alors, je vois que pour le moment, ça a l'air d'aller. Sinon, on pourra prendre vos questions au fur et à mesure par la suite. Donc, je propose une pause là d'une dizaine de minutes. On peut se retrouver à 11h, à 11h05. Ce serait parfait. Parfait. Merci, Pascal. Merci. Merci. On va parler de projets d'intégration des eaux pluviales. On va passer justement les différents cas d'études en revue. Alors, le projet du marché public de Longueuil. Effectivement, c'est un projet qui date de 2013, donc qui a été construit il y a maintenant plusieurs années. Ce projet, comme vous voyez dans la ligne du temps un peu plus haut, est actuellement à la phase des suivis. Donc, c'est un projet qui a fait l'objet en fait principalement d'un traitement en chaîne de différentes pratiques de gestion durable des eaux pluviales. Donc, il y a une diapositive juste après là, qui va nous permettre de regarder tout ça. Donc, c'est vraiment un projet qui s'est intégré dans un contexte agricole. En fait, c'est un projet qui était normalement censé être le premier d'une série de 10 marchés publics à travers le Québec, censé être une vitrine, un laboratoire aussi en termes
gestion durable des eaux pluviales et aussi de cohabitation entre la gestion durable des eaux pluviales et les différents types de mobilité. Donc, vous allez voir, on a de la mobilité, oui, véhiculaire, donc automobile, mais aussi des camions et des piétons, etc. Donc, différents enjeux ont été rencontrés sur ce projet-là. C'est des enjeux que vous pouvez aussi retrouver sur vos projets. La question du maintien et l'entretien des ouvrages et de la multiplicité de ces ouvrages-là. L'acceptabilité des ouvrages par les usagers et notamment par les commerçants du marché. L'arrimage au plan de développement durable, parce qu'à cette époque-là, la ville de Longueuil mettait en place son plan de développement durable avec un grand volet sur la gestion durable des eaux de pluie. Et puis la question du nombre suffisant de cases de stationnement. Donc ça, c'est tout le temps un enjeu aussi pour les porteurs de projets sur des projets de stationnement. Comment on intègre, oui, la gestion durable des eaux pluviales, mais comment on s'assure de garder un nombre de cases de stationnement suffisant. Donc c'est toujours l'œuf et la poule. Et puis, bon, ici, on a appelé ça argument de vente, mais comment on a réussi à convaincre les porteurs de dossiers, les propriétaires d'aller de l'avant avec ce projet-là. C'est vraiment en leur montrant qu'on avait une combinaison de plusieurs infrastructures vertes sur le projet, en leur montrant aussi qu'on faisait d'une pierre plusieurs coups. Donc, c'est-à-dire que la municipalité, la ville de Longueuil, imposait un pourcentage de végétation d'environ 15% sur le site. Et pour faire la rétention des eaux de pluie et atteindre aussi la réglementation, ça prenait environ 15% d'infrastructures de gestion durable des eaux pluviales. Donc, on a fait vraiment d'une pierre plusieurs coups. On a répondu aux deux réglementations dans un même espace. Donc, c'est-à-dire que 15% du projet s'est retrouvé végétalisé et a servi à gérer les eaux de pluie. Donc, ça a été un gros argument pour les producteurs maraîchers. Bien entendu, la diminution des coûts de construction aussi. Donc, en amont de la conception des plans et devis pour ce projet, il y a une étude comparative entre un stationnement, disons, avec des regards d'épuisards, des infrastructures grises, versus un projet qui intégrait la gestion durable des eaux pluviales et il y avait vraiment un gain économique assez intéressant pour les propriétaires. Et puis, on a mis ici plaire au CCU, aux citoyens. En fait, ce projet-là devait avoir un stationnement en arrière du bâtiment. Le stationnement a été fait en avant du bâtiment, et ce qui a convaincu le Conseil consultatif d'urbanisme de permettre la construction du stationnement en façade comme le souhaitaient les producteurs maraîchers, c'est l'inclusion des pratiques de gestion durable des eaux pluviales en façade et du coup la plantation d'arbres, d'arbustes, de vivaces, etc. On peut peut-être passer à la diapositive suivante, ça va m'aider à expliquer. Voilà, donc sur le plan en haut à droite de la diapositive, vous pouvez voir différentes pratiques. Alors, je ne sais pas si je peux avoir la main, Candice, pour présenter. Oui, alors attends, il faudrait que... Donc, peut-être le temps que je récupère la main, vous allez voir donc sur la vue en plan l'implantation des différentes pratiques de gestion de l'eau. Donc, il y en a 7 au total. Puis, vous voyez la coupe en bas. Donc, sur la coupe en bas, vous pouvez voir en partant de la gauche qu'il y avait une tranchée drainante qui a été implantée ici. La tranchée drainante, elle, on n'en a pas parlé tout à l'heure dans les différentes typologies d'ouvrages de gestion de l'eau, mais c'est vraiment comme une noue avec du sable à l'intérieur, ce qui va nous permettre de traiter davantage les huiles, les hydrocarbures, etc. Donc, le choix de l'implantation de la tranchée drainante a été fait à cet emplacement puisqu'on avait beaucoup de camionnage en arrière du marché et beaucoup aussi de potentiel du coup de déversement d'huile, d'hydrocarbures, etc. Donc, on a priorisé l'implantation d'une tranchée drainante à cet endroit-là. Je dirais aussi que le dimensionnement de la tranchée drainante a pu être aussi très... comment dire, on s'est retrouvé avec une tranchée drainante assez minime en termes de largeur, puisqu'on s'est retrouvé contraint entre l'implantation du marché, la voie de circulation pour les camions et la limite de propriété. Donc, on se retrouve avec une petite tranchée drainante, mais qui suffisait à gérer les eaux de ruissellement de cet espace d'aire de camionnage. Quand on continue à avancer sur la coupe, vous voyez le bâtiment par la suite, récupération des eaux du toit. Donc là, on a vraiment récupéré les eaux du toit et
récupérer ces eaux dans un réservoir souterrain pour les besoins en eau non potable du bâtiment, notamment les toilettes, mais aussi les serres des maraîchers de part et d'autre du bâtiment. Par la suite, quand on arrive en façade du bâtiment, une première biorétention qui gérait les eaux de pluie d'une première section du stationnement, une deuxième biorétention par la suite qui gérait les eaux de pluie du centre du stationnement, et à l'extrême droite complètement, là, vous pouvez voir qu'on se retrouvait avec ce qu'on a appelé un mail planté inondable, mais qui est en fait une noue qui va permettre de récupérer le trop-plein du stationnement quand les biorétentions ne suffisent plus. Donc, ça déborde et c'est le débordement qui arrive dans cette noue. En fait, la totalité de ces ouvrages sont raccordés à un bassin à niveau d'eau permanent et à un bassin sec. Donc, vous avez un bassin sec en arrière. Donc là, Candice, je ne sais pas si j'ai récupéré la main finalement, mais... C'est parce que tu ne présentes pas l'écran. Ah, parfait. Bah, peut-être qu'on peut la montrer quand même, mais quand on revient à la vue en plan, on a le bassin à niveau d'eau permanent en bas à gauche. Donc, ce bassin à niveau d'eau permanent vient être connecté aux ouvrages de biorétention que je présentais tout à l'heure, donc les deux bandes vertes devant le bâtiment, donc la première plus proche, la deuxième au centre du stationnement. Tout ça est raccordé au bassin à niveau d'eau permanent. Et en arrière, donc vous voyez en arrière du bâtiment la noue qui s'enchaîne dans un bassin sec, et ce bassin sec est lui aussi raccordé au bassin à niveau d'eau permanent. Donc finalement, toutes les eaux du projet, après infiltration, évapotranspiration, quand c'est possible, se retrouvent dans le bassin à niveau d'eau permanent. Et puis, ce bassin-là est raccordé par la suite au réseau municipal pour le surplus. Donc, vous voyez vraiment qu'il y a un équilibre ici en fonction des différentes pratiques. Le choix d'avoir mis le bassin à niveau d'eau permanent dans l'entrée du projet, c'était vraiment d'avoir une vitrine aussi, vraiment un bel ouvrage à l'entrée du projet. C'était aussi le fait d'être capable d'avoir un traitement final à la fin du projet. Le fait d'avoir choisi de mettre de la biorétention au centre du stationnement, c'est vraiment relié à la capacité d'avoir aussi de la plantation d'arbres dans les biorétentions, puis de fait de pouvoir faire de l'ombrage aux cases de stationnement une fois que les arbres allaient arriver à maturité. Puis, comme je l'expliquais tout à l'heure, en arrière du stationnement, le fait d'avoir choisi la tranchée drainante et puis les noues, c'était vraiment en fonction de l'espace qui nous restait, mais aussi en fonction de l'enlèvement des polluants, donc la capacité de traitement au niveau qualitatif des eaux pluviales, et puis le bassin sec pour aller chercher d'autres volumes. Donc, chacune des pratiques a été positionnée en fonction des usages, mais aussi en fonction de ses capacités à aider au niveau du traitement qualitatif et quantitatif des eaux de pluie. Donc, c'est vraiment un bel exemple d'enchaînement de ces différentes pratiques-là. Donc, ce qui est intéressant, si on passe à la diapositive suivante, c'est vraiment de voir que ce projet-là fait l'objet de la mise en place de différents outils pour l'entretien des infrastructures. Donc, ce projet, en 2013, était quand même assez innovant pour cette réflexion justement autour de l'entretien. Donc, ce qui a été mis en place, c'est différents outils de suivi. Vous voyez à l'écran un tableau de bord pour l'entretien. Vous voyez aussi à l'écran une fiche d'identification à droite du secteur ici des bandes de biorétention. Donc, si j'arrive sur le tableau de bord, en fait, ce tableau de bord-là va permettre de recenser à quel moment le personnel d'entretien est venu, quel type d'activités ont été réalisées grossièrement, le nombre d'heures qui a été passé. Puis l'objectif, c'est vraiment à la fin de la saison d'être capable de se dire, voilà, on a réalisé telle activité, ça a pris tant de temps, puis voilà les difficultés rencontrées, etc., etc. Donc ça, ce tableau de bord, il est vraiment bon quand on est en mesure de faire des points à l'ouverture, à la fermeture, donc au changement de saison. Donc, sur ce projet du marché public, il y avait un point en début de saison estivale, un point au début de la saison hivernale, et on reprenait les journaux de bord avec le personnel d'entretien et on voyait effectivement ce qui avait été et ce qui n'avait pas bien été, dans le but d'ajuster le protocole d'entretien par la suite. Puis, quand je parle de protocole d'entretien, c'est vraiment
à l'aide des fiches d'identification ici. Donc, vous voyez que chaque ouvrage de gestion de l'eau que je mentionnais tout à l'heure a sa fiche d'identification. Ici, on présente celle de la biorétention. Et vous voyez à droite de la fiche, on a une petite vue en plan qui localise en fait les ouvrages de biorétention, les ouvrages qui sont concernés. Et puis, on va détailler dans la fiche d'identification ce que c'est la biorétention, où est-ce qu'elle se localise, comment on intervient sur ces ouvrages-là, qu'est-ce qui doit être fait comme activité, etc. Et ça se répète pour chacune des typologies d'infrastructures qu'on retrouve sur le site. Puis, si vous voyez des couleurs dans la carte en haut à droite, c'est parce qu'on a mis en place, en plus de tous ces outils, ce qu'on appelle une méthode de traitement différencié des infrastructures. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre l'emphase sur l'entretien, on va mettre plus d'emphase sur l'entretien en fonction de la localisation des ouvrages. Donc, c'est-à-dire que les producteurs maraîchers, les propriétaires du projet souhaitaient qu'il y ait un entretien très poussé en façade du bâtiment puisque les consommateurs allaient arriver par la façade du bâtiment et un entretien moins poussé en arrière du bâtiment. Donc là, on a fait toute une gradation de couleurs en fonction de l'intensité d'entretien à appliquer sur les ouvrages. Donc, en plus des outils que vous avez là, on a travaillé sur cette intensité à mettre en place, ce qui va permettre de diminuer aussi les coûts d'entretien ou ce qui va permettre aussi d'arriver à un résultat qui correspond à l'image que se fait les propriétaires d'un site entretenu ou plus ou moins entretenu. Donc, vraiment, c'est une question de perception des infrastructures qu'on a travaillé avec aussi bien les propriétaires que les usagers. Donc, ces outils-là sont assez précieux. Puis, oui, la diapositive suivante nous permet de voir aussi que pour accompagner cet entretien, là, je parlais de perception des infrastructures qui nous permettaient de travailler sur des gradients d'entretien et du coup aussi sur des questions de budget reliées à l'entretien, va aller de pair avec des panneaux pédagogiques, des outils pédagogiques, la sensibilisation sur le site. Donc, c'est-à-dire que là, sur le projet du marché public, on s'est basé, oui, sur des panneaux, mais il y a aussi eu des carnets pédagogiques qui ont été mis à disposition des écoles et des camps de jour qui sont venus faire des tournées sur le site. Il y a aussi des formations de la sensibilisation pour les producteurs maraîchers qui sont dans le marché en tant que tel. Et bien entendu, ceux qui sont en première ligne, hein, c'est le personnel d'entretien. Donc, le personnel d'entretien a été formé à ce que c'est la gestion durable des eaux pluviales pour être capable de donner de l'information aux usagers quand ils arrivaient sur le projet. Donc, vous voyez, là, tout ça se tient, l'entretien, la pédagogie, la sensibilisation, surtout quand on est sur des projets où on a de la visibilité de l'eau, comme avec un bassin à niveau d'eau permanent ici. Donc, voilà pour ce cas d'étude. Peut-être qu'on peut prendre les questions à chaque cas d'étude, s'il y en a. Ça peut aider aussi. Ça peut aider. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce projet ? Donc, Delphine? Oui, dans le fond, je me demandais pour l'intensité de l'entretien, que dans le fond, c'était les producteurs qui avaient choisi sur quoi ils voulaient qu'il y ait le plus d'entretien, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des ouvrages qui nécessitent plus d'entretien que d'autres puis qu'il faut tenir compte de ça? Oui, alors c'est sûr que sur ce projet, on pourrait passer totalement une présentation complète à le présenter. En fait, j'ai dit c'est les producteurs qui ont choisi, mais les producteurs ont choisi main dans la main avec les concepteurs et avec aussi le personnel d'entretien. Donc vraiment, ça a été un trio, des rencontres vraiment tripartites qui ont permis de déterminer un juste équilibre entre le budget qu'avaient les producteurs maraîchers pour entretenir leur site, leur volonté aussi esthétique. Donc, c'était ça qu'eux avaient en main. Après, on avait les concepteurs, donc architectes paysagistes et ingénieurs qui, eux, avaient des volontés au niveau du fonctionnement technique des ouvrages, que ce soit la survie des végétaux, que ce soit du fonctionnement des ouvrages. Puis, on avait le personnel d'entretien qui, lui, avait un certain temps à allouer, puis des pratiques à mettre en place. Donc, c'est cet équilibre qui nous a permis de dire on va mettre tant de temps ou tant d'énergie sur, par exemple, la biorétention ou sur le bassin à niveau d'eau permanent. Puis, comme vous êtes en train de dire, Delphine, oui, par exemple, le bassin à niveau d'eau permanent,
il a pris quasiment 2 ans avant d'atteindre un certain équilibre au niveau de la qualité de l'eau, au niveau de la qualité des végétaux, etc. Et aussi parce que la sensibilisation des maraîchers se mettait en place à ce moment-là. Ils mettaient beaucoup d'engrais sur leurs végétaux. Ils arrosaient les végétaux, l'eau ruisselait sur le stationnement qui se retrouvait dans le bassin niveau d'eau permanent. Donc, on a dû ajuster l'entretien, mais aussi ajuster la pédagogie. Donc, c'est vraiment une boucle entre ces 3 parties-là qui nous a permis d'atteindre quelque chose d'acceptable. OK, merci. Il y avait Monsieur Lajoie, François Lajoie. Oui, moi, je me pose la question. C'est sûr que là, il y a des projets à caractère, mettons, appelons ça industriel ou commercial, puis des projets individuels. L'entretien, est-ce qu'il est considéré dans le tout, c'est-à-dire quand on évalue le budget de réalisation versus, par exemple, un stationnement ou une surface traditionnelle, est-ce que l'entretien est considéré au même titre qu'un entretien? En fait, il y a pratiquement il y a beaucoup moins d'entretien spécifique là, dans des situations normales. Ben, en fait, pas normales, mais traditionnelles. Oui, effectivement, il faut le prendre en considération pour comparer des pommes avec des pommes. Ce qui est important de voir, c'est que maintenant, les municipalités vont imposer 15, 20, 30, des fois 40% de surface végétalisée sur un projet. Là, je parle d'un projet, par exemple, de réfection de stationnement ou de place publique, etc., etc. Donc, on va se retrouver avec une imposition d'espaces verts de 15 à 40%. Je vous dis ça parce que c'est souvent l'espace nécessaire pour gérer les eaux pluviales sur le site. Donc, qui dit gérer les eaux pluviales avec des infrastructures vertes dit aussi plantation de végétaux comme dans un espace vert. Et l'entretien des infrastructures de gestion durable des eaux pluviales se résume à 80% à entretenir les végétaux, donc les arbres, les arbustes, les vivaces, enlever les mégots de cigarettes, enlever les gobelets qui traînent, etc. Donc, comme la municipalité va imposer des espaces verts, on arrive avec un entretien qui aurait dû être fait même si on allait avec des infrastructures grises sur le projet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'argument du coup de l'entretien qui vient débalancer ou empêcher l'émergence d'un projet de gestion durable des eaux pluviales, il tient pas vraiment la route dans ce contexte-là, mais c'est certain qu'il faut le prendre en considération dès le début du projet. Il faut le prendre en considération, il faut en parler et il faut aussi, la plupart du temps, ce qui est recommandé, c'est d'intégrer le personnel qui va entretenir dès la conception du projet. D'une, pour parler du budget, mais aussi des méthodes d'entretien et faciliter que le design, la conception facilite leur travail par la suite. Parce que c'est là qu'on peut se retrouver avec des surcoûts ou des problématiques une fois que le projet est construit, si le travail, l'accessibilité au personnel d'entretien n'a pas été pensé. Et là, je parle d'entretien estival, mais on parle aussi d'entretien hivernal. Hein. On n'est pas encore arrivé en saison hivernale, on a tendance à l'oublier, mais on passe plusieurs mois sous la neige et il faut penser à sensibiliser aussi les personnes qui vont arriver pour déneiger, par exemple, un stationnement ou une place publique. Donc, on ne va pas, par exemple, faire exprès d'aller accumuler la neige dans les ouvrages de gestion de l'eau. On va travailler sur les abrasifs, sur les sels de déglaçage, etc. Donc, la question hivernale est aussi importante si on veut se retrouver au printemps avec des ouvrages qui sont assez rapidement fonctionnels. Maintenant, il y a plusieurs études qui ont été faites aussi sur la question des sels de déglaçage, les types de végétaux à implanter, sur la question des abrasifs, etc. Donc, je pense qu'on n'a pas de mal à dire que ça fonctionne en hiver, mais il faut quand même prendre certaines précautions pour ne pas entasser la neige, par exemple, dans les infrastructures, etc. Donc, oui, il faut le prendre en considération là, dès le début, le budget, que ce soit pour l'été, pour l'hiver, et surtout intégrer le personnel en amont. Mais je n'irai pas jusqu'à dire que ça vient pencher la balance vers un projet plus infrastructure grise ou autre, vu maintenant au regard des nouvelles réglementations qui imposent un pourcentage de végétation. Donc, si on avait des municipalités autour de la table, ici aujourd'hui, qui avaient envie d'inciter
les porteurs de projets aller de l'avant avec la gestion durable des eaux pluviales, je dirais augmenter votre réglementation, augmenter le pourcentage de végétation requis, puisque si vous l'augmentez économiquement, en termes de construction, vous allez inciter vos concepteurs à aller de l'avant avec la gestion durable des eaux pluviales. C'est un des facteurs clés là, économiquement. Est-ce qu'il y aurait d'autres... Monsieur Lajoie, ça répond à votre question? Oui, parfait. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Non, je pense pour l'instant ça va. On pourrait continuer avec le projet alors de la ville de Cap-Santé et la ville de Neuville. Alors, ces deux projets-là, c'est deux projets différents, mais très complémentaires dans la démarche. En fait, on se retrouve dans la MRC de Portneuf avec deux projets de réfection de stationnement. Donc, ces deux projets de réfection de stationnement visent à intégrer la gestion durable des eaux pluviales comme, disons, laboratoire pour la municipalité, comme exemple pour que la municipalité puisse par la suite dire aux développeurs, aux promoteurs qui arrivent sur la municipalité, ben voilà comment nous, on souhaiterait que vous interveniez, voilà comment vous pourriez intervenir sur la gestion durable des eaux pluviales, et voici un exemple, et nous-mêmes, on prône ces pratiques-là, et voilà comment ça se passe sur nos terrains municipaux. Donc, les deux municipalités ont désiré intégrer la gestion durable des eaux pluviales comme, disons, laboratoire vitrine sur ces deux projets-là de réfection de stationnement et travailler sur, disons, des projets à forte innovation en termes de multifonctionnalité des espaces. Donc, vous allez voir, ces deux projets-là vont combiner la multifonctionnalité, mais aussi la modularité. Donc, c'est-à-dire que, oui, quand il ne pleut pas ou quand il n'y a pas de voiture, on peut faire autre chose que de se stationner ou de gérer les eaux pluviales. On peut accueillir des événements, on peut accueillir tout un tas de choses sur ces espaces-là, mais aussi on vise la modularité. Donc, aujourd'hui, en 2021, ces projets-là sont des stationnements et permettre la gestion des eaux de pluie, mais dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, comment ces projets-là peuvent être modulables et servir à autre chose sans qu'on ait tout à déconstruire. Donc, vraiment, c'est ça qui a été visé dans ces deux projets. Ces deux projets-là aussi visaient à aider la municipalité à adapter la réglementation municipale. Donc là, on a parlé avec eux justement de réglementation sur la gestion des eaux de pluie. Souvent, c'est des municipalités qui avaient peu ou pas de réglementation sur la gestion durable des eaux pluviales, travailler justement sur les pourcentages d'espaces verts requis, sur les nombres de cases de stationnement exigées, travailler avec des maximums de cases de stationnement et non des minimums de cases de stationnement exigées, travailler sur la réglementation sur les revêtements permis au sol, donc est-ce qu'on va avec des revêtements clairs, des revêtements perméables, etc., etc. Donc vraiment, ces projets ont permis aux municipalités de réfléchir à leur réglementation, mais aussi de réfléchir à comment un projet de gestion des eaux pluviales arrive dans leur municipalité, comment ils l'accueillent et comment ils le font cheminer en termes de gouvernance dans leur équipe de fonctionnaires. Donc, c'est-à-dire le projet rentre, il passe par la direction générale, l'urbanisme, les travaux publics, etc. Et puis, comment la municipalité met en marche ces processus pour faire valoir la gestion durable des eaux pluviales. Donc, ça leur a servi à ça aussi. Puis, je dirais que ces deux projets ont permis aussi de travailler sur une grille d'indicateurs et de critères pour leur permettre d'orienter à la fois les concepteurs, mais aussi les décideurs. Donc, c'est des grilles d'indicateurs et de critères, donc je vous ai montré un extrait tout à l'heure, qui vont leur permettre de dire, bah voilà, nous, au début de projet, on vous donne tel indicateur, telle balise, puis aux différentes étapes du projet, on va les suivre jusqu'au suivi, jusqu'à la phase d'opération pour s'assurer qu'on répond bien à nos exigences et s'assurer du succès par la suite de la démarche. Donc, si maintenant je rentre un peu plus dans le projet, ces deux dossiers-là, voilà, là on voit le projet de Cap Santé. Vous voyez, la forme est un peu originale. Donc, on a travaillé avec eux sur, quand on regarde la vue en plan, on a travaillé avec eux à diminuer le nombre de cases de stationnement. Je n'ai pas mis de vue avant le projet, mais
excuse-moi Candice, si on peut revenir à la diapositive juste précédente, quelques instants, voilà. Donc, vous voyez, les cases de stationnement sont au pourtour de la place publique. En fait, on est passé d'un stationnement à une véritable place publique ici, où le stationnement est vraiment remis au pourtour de la place et on gère les eaux de pluie vraiment à l'intérieur, au cœur de la place publique. On reçoit les eaux des cases de stationnement, des voies de circulation. Puis, on a au centre vraiment une place publique un peu plus minérale qui va recevoir les eaux des pluies plus importantes dans ce contexte-là. Et puis, cette place publique au centre est connectée à 2 autres petits bassins qui, eux, sont connectés à un cours d'eau existant pourtour de la place publique ici. Donc, vraiment, on met en valeur la gestion de l'eau, la végétalisation, la place publique. Et puis, on est davantage ici une place publique qui intègre du stationnement qu'un stationnement qui intègre d'autres fonctions. Donc, c'est intéressant de voir aussi la forme que tout ça a pu prendre. Et sur le projet de Neuville, qui est juste en dessous de la première illustration, en fait, on est dans le secteur patrimonial de Neuville. On est aux abords de l'église de Neuville. Et ici, bon, vous ne le voyez pas sur l'illustration, mais quand on est sur le site, on surplombe, on voit le fleuve Saint-Laurent et on comprend directement l'impact de la gestion des eaux de pluie sur le fleuve. En fait, ici, on est dans un contexte où les eaux de pluie sont rejetées directement dans le fleuve Saint-Laurent. Et quand on est sur le projet, on comprend directement cette dynamique-là. Donc là, ce qu'on a souhaité faire, c'est vraiment travailler sur la gestion des eaux de pluie de la toiture de l'église, mais aussi du stationnement, et de profiter du fait qu'on soit arrivé au niveau de Neuville, au fleuve Saint-Laurent. On a déjà les marées se ressentent. Donc vraiment travailler sur une place qu'on a appelée la place des marées et venir mimer les marées du fleuve Saint-Laurent grâce aux différentes typologies de pluie, aux fréquences de pluie qu'on allait recevoir sur le projet. Donc, c'est vraiment sensibiliser les citoyens, les usagers du stationnement au lien entre le stationnement et le fleuve, au lien entre la gestion des eaux de pluie et le fleuve. Donc, il va y avoir différents outils par la suite pédagogiques sur le projet pour sensibiliser les citoyens à cette démarche-là. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. Effectivement, ce projet aussi, comme le projet du marché public, a travaillé sur les questions d'entretien et de maintenance. Et puis, on a travaillé avec eux sur une grille d'entretien, mais aussi sur des outils d'éducation, de formation et sur la définition du rôle et des responsabilités des différentes parties prenantes. Donc, vous voyez sur la vue en plan différents gradients de couleurs qui vont permettre de savoir où est-ce qu'on va mettre davantage l'emphase en termes d'entretien. Donc, plus c'est rouge, plus l'entretien va être soigné. Et après ça, orange moyennement, relativement en jaune, et puis de type sauvage en marron brun ici. Donc, ça revient sur la même thématique que le marché public de Longueuil. On est sur une thématique d'entretien différencié des espaces verts ici et des infrastructures de gestion de l'eau. Puis, vous voyez à gauche, ici, une grille de différents indicateurs relatifs soit à l'entretien. Donc, ici, il y avait la volonté d'avoir un manuel d'entretien avec aussi un calendrier de tâches, la planification des opérations, les personnes vraiment dédiées, les personnes responsables et les consulter. Donc ça, c'est vraiment les indicateurs que la municipalité va demander aux porteurs de projets par la suite qui intègrent de la gestion des eaux de pluie. Pareil pour les revêtements de sol, pareil pour la végétalisation, la durabilité des infrastructures, etc. Donc à chaque fois, on se retrouve avec des critères, des indicateurs qui, pour l'instant, n'ont pas été chiffrés, mais qui, par la suite, pourraient être chiffrés en fonction de l'adaptation aussi de ces items-là en fonction des projets qui vont être vécus sur la municipalité par la suite. Donc, voilà pour ça. On parlait tout à l'heure de l'entretien hivernal. Donc, comme on l'a fait pour la période estivale, l'entretien différencié avec les couleurs que je mentionnais tout à l'heure, on l'a fait aussi pour la période hivernale et puis la question du déneigement. Donc, plus vous voyez les gradients de couleurs évoluent, et là, on va mettre plus ou moins d'abrasifs sur le site. Donc, c'est avec ou sans abrasif. Puis là, on parle de déneigement écologique, etc. Et on a déterminé sur le site des emplacements pour
pour entreposer la neige pour éviter de la sortir et de l'envoyer sur un autre site. Donc, c'est ça. Là, c'est vraiment la question de pourquoi pas même travailler sur un stationnement blanc par la suite. Le stationnement, ici, là, c'est le stationnement de Neuville. Je voulais juste aborder un petit peu la question des végétaux. C'est sûr qu'ici, on va travailler sur une plantation qui ressemble davantage à ce qui se fait sur le littoral du fleuve Saint-Laurent. Donc, c'est vraiment réintégrer des végétaux qu'on retrouverait en bordure du fleuve, donc des végétaux ancestraux, la flore du littoral. Puis, on va travailler aussi sur l'agriculture locale. Donc, avoir des végétaux, pourquoi pas, plantation nourricière, biodiversité, participation des citoyens sur le projet. C'est sûr que pour ces deux projets-là, un des points forts, c'est la participation des différentes parties prenantes. Donc, je vous montre à l'écran différents outils on a employés pour faire participer, que ce soit les élus, les fonctionnaires, les citoyens, tout au long de la démarche. Donc, on a eu à la fois des ateliers de co-design, ça c'est la photo en haut. Donc, vraiment, on a travaillé à dessiner le projet avec les élus et les fonctionnaires. On a eu des visites commentées aussi sur le site à différents moments, à différentes saisons. On est allé visiter le site, marcher le site avec différentes parties prenantes, que ce soit les fonctionnaires, des représentants des citoyens, des représentants de différentes organisations, comprendre les enjeux, les volontés aussi sur le site et intégrer, bien entendu, à chacun de ces exercices la gestion durable des eaux pluviales. Puis l'exercice que vous voyez en bas de l'écran, c'est un exercice de prospective. Donc, on s'est projeté avec les élus et les fonctionnaires en 2040-2050 et à imaginer avec eux l'intégration de la gestion des eaux pluviales et de ces pratiques-là sur le projet. Donc, vraiment, on s'est projeté dans le temps à savoir comment ils imaginaient le projet. Donc, ça nous a vraiment permis de prendre des décisions avec eux aussi, mais de sortir de la boîte et d'aller chercher des idées plus innovantes, puis de dédramatiser aussi souvent cette question de visibilité de l'eau et de gestion durable des eaux pluviales sur les projets. Donc, un des autres outils parmi lesquels, un autre outil dont on s'est servi pour approcher les parties prenantes pour intégrer la gestion des eaux de pluie dans le projet, c'est vraiment les sondages et les questionnaires. Bon, oui, on a voulu intégrer les citoyens, mais souvent, c'est souvent compliqué de réunir les citoyens lors de rencontres en particulier. Donc là, on a diffusé des sondages, que ce soit sur le site web de la municipalité, mais aussi au comptoir d'accueil des municipalités, etc., lors des conseils consultatifs d'urbanisme, dans le but de travailler avec eux, notamment sur le nombre de cases de stationnement, mais aussi sur la capacité à intégrer la gestion des eaux de pluie sur le projet. Donc là, vous voyez plusieurs questions sur la mobilité, mais c'est en travaillant sur la mobilité qu'on a pu se permettre d'enlever des surfaces imperméables pour faire de la place pour intégrer la gestion des eaux de pluie. Donc vraiment, on doit partir de loin, doit partir de ces questions de mobilité, de circulation, etc., pour commencer à parler de gestion des eaux de pluie sur les dossiers. Donc, les sondages, c'est vraiment un outil qui peut être très utile dans ce contexte-là. On peut passer à la suivante. Le projet des ruelles bleu-vert. Donc là, ce projet-là pourrait faire lui aussi l'objet d'une présentation en tant que tel, mais ce projet, c'est, disons, un des projets où on intègre le plus les citoyens dans la démarche. C'est un projet aussi qui vise à travailler sur le cadre bâti déjà existant, puisque comme on le disait en introduction, c'est vraiment en travaillant dans la plupart des municipalités sur le cadre bâti existant qu'on va être en mesure de décharger nos égouts municipaux et de faire de la place soit pour accueillir de nouveaux projets, soit pour diminuer les surverses et les débordements sans avoir à jouer trop sur les infrastructures en place. Donc là, le projet des ruelles bleu-vert vise à travailler vraiment sur les toits plats des bâtiments, déconnecter les drains des bâtiments qui passent souvent dans le centre des bâtiments et ramener l'eau en façade des bâtiments par des gouttières qui vont permettre de rendre visible l'eau et de travailler dans les cours arrière privés et par la suite de partager des ouvrages entre le domaine privé et le domaine public, à même entre les ruelles et les cours privés. Donc, c'est sûr que c'est des interventions à l'échelle très micro qui a permis
de travailler notamment sur la gouvernance autour de la gestion durable des eaux pluviales. En fait, ce projet, il a émergé du fait qu'on se disait que oui, on parle de gestion durable des eaux pluviales au Québec, on en parle de plus en plus, mais on a du mal à faire naître des projets et encore plus à les faire se répéter à l'échelle du territoire et encore plus à les faire, se répéter suffisamment pour atteindre des résultats et aller chercher des bénéfices écosystémiques. Donc, c'est vraiment ce projet-là visé à trouver des solutions assez poussées pour contrer les freins qui limitent la répétition des projets de gestion durable des eaux pluviales. Et un des freins, c'est les modèles de gouvernance en place autour de la gestion durable des eaux pluviales, mais c'est aussi la question économique autour de ces projets-là et la question, bien entendu, de l'entretien, des interventions sur le cadre bâti existant, etc. Donc, vraiment, ce projet a permis d'aborder toutes ces thématiques et de travailler sur 2 sites pilotes, un dans Mercier-Hochelaga Maisonneuve à Montréal et l'autre dans Pointe-Saint-Charles, sur des projets incluant différents propriétaires privés, mais aussi les arrondissements et la ville en tant que telle. Donc, les enjeux qui ont été soulevés sur ce projet-là, c'est vraiment le travail sur des sols contaminés, le travail entre plusieurs propriétaires, la question de la gouvernance, l'inclusion des citoyens dans la réflexion et bien sûr le partage des infrastructures. Donc, on peut peut-être passer à la diapositive suivante. Ici, vous le verrez certainement, ou vous le voyez déjà dans vos projets, un des freins majeurs, comme je le disais, à l'émergence des projets, c'est souvent les modèles de gouvernance autour de ces projets-là, les services municipaux. Est-ce que tel service parle bien à tel service? Comment on intègre les porteurs de projets dans cette réflexion, etc. Donc, le projet des ruelles bleues vertes propose un modèle de gouvernance totalement atypique qui est assez complexe, disons, mais qui est totalement différent de ce qu'on peut retrouver habituellement autour d'un projet de gestion durable des eaux pluviales, où on va faire collaborer à la fois des organismes, la ville et les arrondissements, les professionnels, mais aussi les citoyens autour de la démarche et en fonction des différentes phases du projet. Donc, c'est vraiment ce modèle-là qui va permettre de faciliter la levée de certains freins et certains questionnements autour de la gestion de l'eau et de favoriser l'émergence des projets. Donc, on pourra y revenir si vous avez des questions sur ce modèle très spécifique. Aussi, les ruelles bleues vertes ont permis de travailler vraiment sur la visibilité de l'eau proche des milieux de vie, proche des bâtiments, etc. Donc là, vous voyez différents exemples de pédagogie, sensibilisation, visibilité de l'eau. Donc en haut à droite, un château d'eau sous forme de mobilier urbain qui permet d'accumuler de l'eau de pluie, de la retenir, de la réutiliser, mais aussi de réunir les gens, les citoyens, de manière plus informelle autour de ce mobilier et autour de l'eau en tant que telle. En bas à droite, un petit moulin à eau aussi à la sortie d'un drain pluvial qui permet de mettre en valeur le bruit et le mouvement de l'eau de manière très ludique. Et puis au centre aussi différentes interventions artistiques autour des gouttières et de l'eau. Donc, c'est vraiment là l'objectif que les citoyens se réapproprient l'eau et qu'on la rende visible le plus longtemps possible plutôt que de s'en débarrasser. Donc, ça a été un gros travail auprès des citoyens. Bien entendu, un des points forts de ce projet, comme je commençais à l'aborder, c'est la mutualisation, c'est-à-dire le partage des infrastructures entre le domaine privé et le domaine public. Ce projet-là a permis de faire évoluer d'ailleurs la réglementation montréalaise sur le sujet et d'intégrer la mutualisation dans la nouvelle réglementation sur la rétention. Donc, l'objectif de cette mutualisation, c'est de, comme vous le voyez sur l'illustration en bas à droite, de partager l'infrastructure entre le privé et le public, et c'est-à-dire de partager aussi les coûts, que ce soit de conception, de construction, d'entretien par la suite, les coûts, les rôles, les responsabilités autour de ces thématiques-là, dès le début du projet jusqu'à sa vie utile, en fait, jusqu'aux phases d'opération. Donc, vous voyez différentes bulles là sur la diapositive, donc, qui parlent des sujets qui font l'objet de la mutualisation, donc l'entretien, les suivis, etc. Donc, ça implique tout un tas de parties prenantes. Pour le projet des ruelles bleues vertes, ça implique les citoyens, l'arrondissement, la ville, mais aussi différents organismes. Et dans le cadre de ce projet-là, qui est assez atypique, les universités aussi qui font les suivis expérimentaux autour de la démarche.
Donc ça, c'est un sujet qu'on voit maintenant de plus en plus émerger sur nos projets, la mutualisation, le partage, qui facilite pas mal de choses. Donc, dernier cas d'étude ici, le plan directeur de drainage de l'Université de Montréal. Je pense que c'est intéressant de le regarder puisqu'on intervient ici à l'échelle d'un secteur au complet. Donc là, c'est plusieurs bâtiments. On est sur un parc immobilier et foncier d'envergure. Et ce qui est important de comprendre ici, c'est que ce parc foncier immobilier a bien sûr un gros impact sur les réseaux d'égouts municipaux, donc surtout l'impact sur nos milieux naturels, etc., avec l'effet domino. Donc, en intervenant sur un plan directeur de drainage pour le campus de l'université au complet, ça permet bien sûr de limiter ces impacts sur nos milieux. Là, ce qui a été réfléchi, quand on regarde les illustrations sur le projet, ce qui a été réfléchi, c'est de travailler sur différents axes bleus et verts sur le projet qui permettent de gérer les eaux de pluie, de végétaliser aussi, ou de s'appuyer sur la végétalisation existante, tout en travaillant sur la biodiversité, puisqu'on est bien entendu sur les flancs du Mont-Royal ici. Donc, l'objectif, c'est vraiment aussi de travailler sur la biodiversité, notamment la grenouille des bois, ici, qui est une espèce en réintroduction sur le projet. Donc, s'appuyer sur la gestion des eaux de pluie pour réintroduire différentes espèces. L'objectif aussi ici, c'était de travailler sur différentes coulées vertes et bleues, trames vertes et bleues, mais aussi sur des espaces multifonctionnels, donc des places publiques multifonctionnelles, etc. Donc, on est vraiment sur cette planification plus à grande échelle ici et sur le long terme. Pour le plan directeur de drainage, un peu comme pour le projet des ruelles bleues-vertes, il y a différents processus qui ont été mis en place. Là, ici, je vais parler d'un projet qui s'intègre dans ce plan directeur de drainage, qui est le corridor écologique d'Arlington, qui vient montrer l'exemple justement de travail avec les citoyens autour de la trame verte et bleue. Donc là, processus participatif, plantation d'arbres et tous ces projets-là peuvent vous paraître un peu éloignés de la gestion des eaux de pluie, mais en travaillant sur la plantation des arbres, on a pu aborder la question de la gestion de l'eau et de fait aborder aussi l'arrimage de ce projet du corridor d'Arlington avec les objectifs du plan directeur de drainage de l'université au complet. Donc ça, c'est des projets à plus grande échelle, c'est des projets aussi avec beaucoup plus de parties prenantes et puis aussi beaucoup plus de budget en arrière de tout ça. Sur cette diapositive, on va parler de coûts et d'estimations budgétaires sur des projets réalisés. Donc là, on souhaitait vous présenter deux cas, en fait, le projet des ruelles bleues-vertes et le projet de Portneuf, qui nous ont permis de comparer les infrastructures vertes versus justement des projets qui auraient installé des infrastructures grises. Ça reprenait un peu les questions de M. Lajoie tout à l'heure. Je vous donne déjà quelques chiffres clés. Tout à l'heure, on parlait à peu près de 15% d'espace de gestion durable des eaux pluviales nécessaires pour 15% d'un espace nécessaire pour gérer les eaux de pluie, ce qui souvent correspond aux espaces requis pour la végétation aussi dans les réglementations. Donc ça, c'est des bons chiffres clés à retenir pour vous. Puis, quand on regarde fourniture, transport et installation, on parle à peu près de $250 du mètre carré pour un bassin de biorétention qui va inclure les végétaux, les substrats, le sable drainant, les drains, les géotextiles, et $90 du mètre carré pour une noue engazonnée. Donc ça, c'est des chiffres clés qui sont intéressants pour vous quand vous voulez discuter avec un porteur de projet. Au niveau du projet des ruelles bleues-vertes, pour vous donner un ordre de grandeur, on était à peu près à $345 pour 700 mètres carrés de zone d'infrastructure verte, soit environ $500 du mètre carré. Puis là, vous allez me dire, c'est plus cher que $250 du mètre carré dont on parlait pour la biorétention, mais on était davantage aussi dans des aménagements de places publiques. Donc, le choix des matériaux, des revêtements de sol a influencé le coût au mètre carré. Alors, on parle de béton, de bordure de granit, etc. Donc, qui influence le coût en mètre carré grandement. Donc, il faut vraiment ici, encore une fois, comparer les mêmes éléments ensemble. Si on regarde le projet tout à droite,
de Portneuf. Donc, on est sur un stationnement conventionnel sans rétention ni infrastructure verte, mais avec des espaces publics de 450 000 $. Donc, ça, c'est le projet de stationnement dont je vous parlais tout à l'heure. Ce projet-là a été comparé avec un stationnement conventionnel avec rétention souterraine sans espace public à 628 000 $. Et puis, ça a été comparé aussi avec un stationnement écologique avec infrastructure verte et avec espace public pour 445 000 $. Donc, je pense que ces exercices-là sont intéressants à faire. Nous, on l'a fait en amont pour la MRC de Portneuf, mais sont intéressants à faire quand vous avez à défendre un dossier, puisque c'est tout le temps l'argent qui va finir par parler, mais de comparer des projets avec ou sans rétention, avec ou sans infrastructure verte. Mais déjà, quand vous partez avec les grandes balises que je vous donnais de coûts au mètre carré moyen ou d'espace, de pourcentage d'espace requis moyen pour la rétention, ça vous donne déjà quelques grandes idées. Alors voilà, c'est sûr que 2 heures, ça passe très vite sur l'ensemble des sujets qu'on a abordés aujourd'hui, mais on a encore un peu de temps pour des questions. Monsieur Lajoie? Oui, je me demandais, ces projets-là, est-ce qu'ils ont été réalisés suite à des demandes de la part des municipalités ou en collaboration avec des acteurs locaux? Alors, les 2 projets, bon, le projet de Cap Santé et de Neuville, c'est des demandes de la municipalité, tout simplement. Et il y a eu des acteurs locaux d'inclus, mais je dirais à notre demande par la suite. Donc, l'organisme de bassin versant, le Conseil régional de l'environnement et d'autres acteurs ont été inclus quand nous, les consultants, on est arrivés autour de la table pour vraiment le proposer. Le projet des ruelles bleues vertes, c'est totalement pris à l'envers puisque c'est les organismes locaux qui ont proposé les projets à la ville de Montréal et aux arrondissements. Donc, la donne a été prise totalement à l'envers. Le marché public de Longueuil, on est sur un projet privé. Donc, c'est vraiment le promoteur qui est arrivé, le développeur qui est arrivé avec son projet auprès de la municipalité et aussi avec l'intention d'intégrer la gestion des eaux de pluie à ce moment-là. Donc, c'est ça. On a vraiment ici différents cas de figure. OK. Merci. Est-ce que par rapport aux enjeux que vous rencontrez sur vos projets ou sur vos dossiers, est-ce que ça vous aide quand même à avancer? Est-ce qu'il y aurait des questions peut-être spécifiques par rapport à des enjeux que vous rencontrez? Est-ce que Candice, de votre côté, vous auriez peut-être quelques questions? Ben, ça, moi, j'aurais une question. Ben, c'est sûr que dans mon contexte, c'est beaucoup plus des petites municipalités, là. Je ne sais pas, en fait, en tant que tel, c'est quoi comme les projets qui pourraient, je dirais, stimuler les municipalités à pouvoir participer à un projet de gestion durable des eaux pluviales. Qu'est-ce qui pourrait les inciter, c'est ça la question? Oui, c'est ça. En tant que comme grandeur de projet pour vraiment essayer les inciter à vouloir faire un projet comme ça. Ben, en fait, je pense que ce qui peut les inciter, c'est vraiment le début de la présentation. C'est si les municipalités se retrouvent dans des difficultés par rapport à la loi sur la qualité de l'environnement. Si la municipalité se retrouve dans cette difficulté-là, à un moment donné, ils vont se voir restreindre dans leur développement. Ils vont se voir empêchés de développer. Donc ça, c'est vraiment la chaîne de l'argumentaire. S'ils se voient empêchés de développer parce qu'ils ne sont plus en mesure de répondre à la loi sur la qualité de l'environnement, là, il va falloir qu'ils mettent en place des solutions et la gestion durable des eaux pluviales devient alors un bon argument. En fait, c'est comme ça qu'avec la municipalité de Neuville et aussi de Cap Santé, on est allé de l'avant sur des projets parce que c'est des municipalités qui voient leur population de plus en plus croître et ça va être le cas encore pour les 10 prochaines années. Donc là, ils vont se faire restreindre leur développement puisqu'ils n'arrivent plus à gérer leur réseau et leurs eaux de pluie. Donc là, ils sont obligés de mettre en place des mesures et ils vont aussi devoir faire en sorte que les développeurs qui arrivent sur leur territoire mettent en place des mesures. Donc là, je pense que le premier point, c'est
C'est vraiment comprendre où en sont les municipalités par rapport à ces enjeux réglementaires-là. Et après ça, trouver des projets quand même de petite envergure, mais qui leur permettent de faire évoluer leur réglementation municipale aussi. En fait, sans réglementation municipale, dès qu'un développeur arrive sur une municipalité, il fait un peu ce qu'il veut, là, à moins qu'il s'en remette à la MRC, mais souvent les MRC ont des réglementations sur la rétention qui sont encore très larges, de 50 litres par seconde par hectare, donc qui vont être très peu restrictives. Donc là, c'est sûr que l'objectif premier, c'est d'aider la municipalité à s'outiller au niveau réglementaire et aussi à s'outiller à recevoir un projet au sein de la municipalité. Donc, à comprendre par quel service ça passe, puis comment ce service-là accueille le projet pour être fort pour imposer des pratiques de gestion durable des eaux pluviales. Puis, c'est difficile d'imposer la gestion durable des eaux pluviales aux promoteurs. En fait, ça va se faire par la bande en imposant des pourcentages de végétation, en diminuant le nombre de cases de stationnement requises, etc. Donc, je pense que ça, c'est ce qui peut se faire en coulisses, disons. Mais si une municipalité a envie d'aller de l'avant avec un premier projet, c'est souvent en travaillant sur un stationnement ou un petit tronçon de rue que ça devient facile d'intervenir. J'aurais pu parler du projet à Granby aussi avec la rue qui a été refaite ou de la rue Saint-Maurice à Trois-Rivières, etc. Mais travailler soit sur un stationnement ou une rue, c'est ce qui est le plus facile pour une municipalité. Mais s'ils s'y mettent à faire un projet pilote comme ça, ce qui est bien, c'est de travailler en parallèle sur leurs outils de planification et de réglementation. Est-ce que je parle de réglementation, mais ce qui est important aussi, c'est le règlement de zonage, donc vraiment qui se dote d'un règlement de zonage fort et qui s'y tienne, malgré les pressions de développement immobilier. Là. Et ce qui va être bien, c'est de relier le règlement de zonage à un règlement de zonage pluvial. On en voit encore peu au Québec, mais c'est de superposer un zonage pluvial avec le zonage d'aménagement. Donc, je comprends, on n'en est pas encore à évaluer l'impact sur une réduction des versements d'eau usée ou à plus grande échelle, l'aménagement de la gestion des eaux pluviales à plus grande échelle. Ça peut réduire les déversements, mais on n'en est vraiment pas là encore. Hein. En fait, c'est une très bonne question. Et même, disons, dans les plus grandes municipalités comme Montréal, on n'en est pas là. C'est ce qu'on essaye de faire avec le projet des ruelles bleues vertes que j'aurais pu détailler, mais c'est vraiment essayer de comprendre quel impact on a sur le réseau municipal, sur la station d'épuration, sur les surverses. Et on a du mal à faire la chaîne complète, à collecter assez d'informations pour réussir à prouver quels résultats on apporte avec une ou plusieurs installations de projets de gestion durable des eaux pluviales. Là, on a Annie-Claude Richard qui est autour de la table avec nous, qui est une chercheuse qui va nous appuyer justement sur les questions de cycle de vie, sur le projet des ruelles bleues vertes, pour justement essayer au fur et à mesure de répondre à la question que tu amènes là, Alain, mais on n'y est pas encore. Merci. En fait, on n'y est pas encore parce que je dirais qu'on est capable, à la sortie des infrastructures, de montrer qu'on apporte des résultats. Donc, à la sortie d'un projet, comme je vous montrais tout à l'heure, on est capable de montrer les résultats en termes d'enlèvement quantitatif des eaux pluviales et même au niveau du traitement qualitatif. Mais on n'est pas capable de faire la somme de ces résultats arrivés à l'échelle municipale. Pour les projets de Port-Neuf, Neuville, à Cap-Santé et Neuville, si le stationnement représentait une superficie significative dans le bassin de drainage, puis ce bassin-là est acheminé à un poste de pompage, c'est assez facile d'évaluer l'impact. Si c'est le cas, là. En fait, sur le projet de Neuville, on est sur un réseau séparatif. Qui arrive directement au fleuve. Donc là, on est sur un contexte où on va davantage travailler sur la qualité, même si on travaille sur la quantité aussi, puisqu'on a beaucoup de problèmes d'érosion du cours d'eau récepteur de ce stationnement. Donc, on est dans un contexte assez particulier.
Mais effectivement, oui, le point que tu apportes, il est bon. Ce qui est souvent difficile quand on intervient auprès d'une municipalité, c'est qu'on intervient avec un projet pilote, un projet phare qui va être une vitrine, mais on a du mal à faire comprendre que ce projet, même s'il est petit, s'il est répété, peut avoir des résultats majeurs sur un bassin versant. Merci. Merci Pascal pour cette belle présentation. Peut-être qu'on peut prendre une dernière question, mais on n'a plus beaucoup de temps. Est-ce qu'il y aurait une personne qui voudrait encore poser une petite question? Je ne vois pas de main levée. On va rendre la présentation disponible, Candice, et puis on rajoutera la norme CSA aussi dans la présentation. Super. Puis si jamais il y avait des questions par la suite aussi, Candice, ne pas hésiter à nous les retransférer. Là, je vois qu'on a une question dans le chat. Combien peut coûter la réalisation d'un bassin dans le contexte de la gestion des eaux pluviales? Oui, c'est ça. Donc, bon, un bassin, c'est quand même la question, je dirais, la plus délicate à chiffrer. Tout à l'heure, en fin de présentation, je nommais, en tout cas pour la biorétention, les chiffres, on est à 250 $ du mètre carré pour la biorétention. Pour un bassin, ça varie beaucoup d'un projet à l'autre, puisqu'on se retrouve avec plus ou moins de végétaux, avec plus ou moins de niveau d'eau, etc. Mais le coût pour la biorétention, 250 $ du mètre carré environ. Parfait. Merci Pascal pour cette très belle présentation. On espère que vous avez apprécié. Comme tu l'as mentionné, la rediffusion sera disponible prochainement sur le site, ainsi que le PowerPoint de la présentation et puis les éléments qu'on vous a indiqués. Donc, merci de votre participation et on vous rappelle qu'il y aura un prochain atelier demain à 14 h. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse. On se retrouve très bientôt pour un prochain atelier. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, Pascal. Merci, Pascal. Merci. Bonne journée.